Ok, donc bonjour, on peut enfin commencer. Donc bienvenue à cet exposé intitulé Rita a acheté des nappes à pois rouges. Alors je sais que c'est un titre qui n'est pas très explicite sur le contenu de l'exposé, mais ça illustre très bien le problème majeur que cet exposé soulève. En effet, si vous respectez la grammaire du français tel que vous l'avez appris à l'école primaire, Rita a acheté des nappes à pois rouges, en fait ça peut s'interpréter de deux façons. Soit Rita elle a acheté des nappes qui ont des pois rouges, soit, comme il y a sur la photo de l'affiche du séminaire, Rita elle a acheté des nappes à pois, et en plus les nappes sont rouges. Et du coup, l'adjectif rouge, il peut s'appliquer soit à nappe, soit à pois. Et ça illustre un problème majeur qui apparaît de manière récurrente en informatique, c'est l'ambiguïté, le fait qu'un texte puisse signifier plusieurs choses. Donc pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? C'est parce que, voilà, de manière générale, en informatique, l'humain, il veut communiquer avec une machine. Le problème, c'est que l'humain, il parle le français, la machine, elle comprend le binaire. Du coup, la communication se passe pas toujours très bien. Du coup, la technique qui a été faite dans les années 60, c'était l'humain, il parle le binaire. Sauf qu'en vrai, l'humain, il parle pas le binaire. C'est-à-dire qu'au-delà de 4-5 octets, vous comprenez plus rien à ce que vous êtes en train de faire. Du coup, pour faire des vrais programmes, genre des commandes de vol d'un avion de ligne qui font plusieurs millions de lignes de code, c'est pas une bonne idée. Du coup, on s'est dit, on va faire un programme qui s'appelle un compilateur, qui lit quelque chose qu'est capable d'écrire l'humain en français, et qui sort du binaire. Sauf qu'en fait, ça c'est un problème. Parce que si vous écrivez en français, quand le pilote pousse le manche, l'avion descend, vous n'êtes jamais sûr qu'il fait, n'y a pas une arnaque du français grammatical qui fait qu'il y a plusieurs façons d'interpréter ça et que votre avion il va mal l'interpréter et faire complètement autre chose. Du coup, le français c'est vraiment pas bon. Du coup, ce on a fait, c'est qu'on a inventé des langages de programmation où on écrit un code en fait dans un langage qui n'a pas d'ambiguïté. Et du coup, l'humain, lui, peut comprendre ce code mieux que le binaire, même s'il est un peu moins bien que le français. Et par contre, le compilateur, lui, il comprend très bien ce code et il l'interprète parfaitement bien. Du coup, en fait, cet exposé s'intéresse à cette partie-là, c'est-à-dire en fait comment le compilateur fait pour lire le code sans aucune ambiguïté. Donc pour ceux qui ont déjà assisté aux autres séminaires, il y a eu un autre séminaire sur cette partie-là, c'est-à-dire comment à partir de ce code générer le code binaire. Nous, on va vraiment se concentrer sur la partie comment le compilateur fait pour lire le code. Donc l'objectif en fait qu'on veut, c'est du coup se dire traduire vers le binaire. Sauf que pour traduire, il y a plusieurs façons. Il y a traduire mot à mot. Vous avez peut-être déjà essayé ça en cours d'anglais, c'est un échec. Si vous essayez ça en cours d'anglais, généralement vous vous faites ouvrir en deux. Du coup, traduire mot à mot, c'est pas possible. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'au cœur d'une traduction, ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut comprendre le premier texte. Et une fois qu'on a compris le premier texte, là, on peut écrire le deuxième texte. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre du texte. Donc le texte en entrée. Donc un texte, ça peut être Rita a acheté des nappes à pois rouges, mais ça peut être une expression mathématique 2 plus 11 fois 3 plus 3 ou un code Python. Mais il faut comprendre ce texte. Et le problème, c'est qu'avant de pouvoir définir comment comprendre un texte, il faut définir c'est quoi du texte. Donc on va commencer par parler par expliquer c'est quoi du texte. Donc ça paraît évident, mais c'est important de repréciser parce qu'en informatique, les choses qui sont évidentes, en fait, le sont pas toujours. Donc un texte, de manière assez simple, c'est une suite de lettres. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Les mathématiciens diront une suite finie de lettres. C'est un détail, mais voilà, donc il y a un certain nombre de lettres et il y en a un nombre connu. Et elles sont les unes après les autres. Donc du coup, les lettres, en fait, c'est quoi? C'est juste des symboles, des caractères. Et donc du coup, en fait, on a un alphabet A qui est l'ensemble des caractères. Donc en français, en langue usuelle, vous utilisez alphabet pour les lettres de A à Z. Mais en fait, pour un informaticien, alphabet, c'est un poil plus grand. Donc typiquement, en français, on fera une différence entre les minuscules et les majuscules. Du coup, on considérera que le A minuscule, A majuscule, c'est deux lettres différentes. Et on dira également que les symboles de ponctuation, genre virgule, point, point virgule, sont également des caractères qui peuvent apparaître dans un texte en français et donc du coup font partie de l'alphabet. De la même façon, en maths, on a des chiffres et les symboles d'opération, des parenthèses. Et en Python, on a à nouveau les lettres usuelles pour les noms de variables et on peut avoir des deux points ou des parenthèses et tout un tas d'autres symboles. Du coup, c'est quoi un texte? C'est une suite finie de ces symboles. Donc juste un certain nombre de ces symboles, les uns à la suite des autres. Et du coup, on note A étoile l'ensemble des textes sur l'alphabet A. Et ce qui est important de noter, c'est qu'un texte, c'est vraiment n'importe quelle suite de symboles. Oups. C'est-à-dire que 456 plus 89, c'est un texte valide pour l'alphabet des mathématiques. Mais 45 plus ou moins fois, c'est aussi un texte valide pour l'alphabet des mathématiques. C'est bien une suite de symboles mathématiques. Pourtant, ça ne veut rien dire. Donc la deuxième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un texte est correct? Parce que clairement,
45 plus moins fois, c'est pas un texte correct au point de vue mathématique. Donc un texte est correct s'il appartient à un certain langage. C'est-à-dire que, par exemple, le français est défini à un certain langage. Les mathématiques sont un certain langage. Et donc du coup, en fait, un langage sur un alphabet A, c'est donc un sous-ensemble de l'ensemble des textes possibles. C'est-à-dire que dans le langage, il n'y a qu'un certain nombre de textes précis et qui expliquent que perruche est un mot français et Zorglub n'en est pas un. Et donc du coup, en fait, un texte est correct juste s'il est dans le langage. Donc c'est pareil que dire qu'un texte est correct pour le français ou dire que ce texte est dans le français. Ce symbole-là, ça veut dire dans. Je précise. Du coup, retournons à l'objectif initial. L'objectif initial, c'était comprendre un texte. Donc, plus précisément, comprendre algorithmiquement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nous comprendre un texte. L'humain, on sait comprendre un texte. On veut que l'ordinateur soit capable de comprendre un texte. Donc, ça veut dire quoi comprendre? Et oui, c'est toujours les questions les plus faciles qui, en fait, ne le sont pas. Comprendre, c'est assez compliqué. Mais principalement, quand on essaye d'analyser le sens du mot, vous avez une idée de ce que ça veut dire quoi pour vous, comprendre? Interpréter. Interpréter, c'est une bonne façon de le voir. Mais c'est pas que ça. En fait, c'est extraire le sens. C'est-à-dire que le texte, il a un sens, il veut dire quelque chose. Et comprendre, c'est arriver à passer de cette suite de symboles au sens qu'il y a derrière. Et donc, du coup, ça vous aide à comprendre ce que c'est comprendre? Pas tout à fait, parce que du coup, maintenant, ce qu'on a envie de dire, c'est quoi le sens? Et du coup, continuons. C'est quoi le sens? En fait, le sens, le but, c'est de représenter des choses. Genre en français, le sens d'un texte, ça peut représenter un concept, ça peut représenter une action, une description. En mathématiques, ça représentera plutôt des opérations, des calculs, des nombres. En Python, ça représente des programmes. Mais toujours est-il que derrière chaque langage, il y a un certain nombre d'objets qu'on souhaite représenter dans ce langage. Et donc du coup, en fait, le sens d'un texte, c'est l'objet ci-dessus. Et en fait, le texte est une représentation de cet objet. C'est-à-dire que le mot nappe est une représentation de l'objet physique nappe. Voilà. Le mot nappe représente l'objet physique nappe. Par exemple, la suite de lettres 4, 2 représente l'entier 42, le nombre 42. De la même façon, en Python, if, ça représente l'idée de choix. C'est-à-dire qu'on regarde quelque chose et on prend une décision en fonction. Donc ça représente le choix dans un programme. Et bien sûr, les textes plus compliqués ont chacun aussi un sens. Genre acheter des nappes, là c'est une action. C'est l'action d'acheter des nappes. Et pareil, 40 plus 2, ça représente bien quelque chose, ça représente une addition. C'est l'addition de 40 et de 2. Donc voilà, maintenant on sait ce qu'est le sens, en des termes grossiers, mais c'est suffisant. Et en fait, la question qu'on va se poser, en fait, c'est la question de est-ce que tous les textes ont un sens? Et clairement, Zorglub ou XY dièse crochet, ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est des symboles valides, mais ça n'a pas de sens. En fait, la vraie question, c'est quels sont les textes qui en ont un de sens? Et en fait, les textes qui ont un sens, c'est ceux du langage. C'est-à-dire qu'un langage, il donne un sens à des textes, et il donne un sens qu'aux textes qui sont dans ce langage. Donc le français, typiquement, ne donne un sens qu'aux textes qui satisfont la grammaire française, et pas aux autres. Donc du coup, c'est quoi ce sens? Ce sens est donné par la sémantique. Du coup, la sémantique d'un langage, en fait, c'est la fonction qui prend un texte qui est dans le langage et qui dit son sens. Donc du coup, quand on dit la sémantique du français, c'est de manière générale ce qui nous permet de passer d'un texte à son sens. Voilà, la sémantique des mathématiques, la sémantique du Python, c'est vraiment ce qui permet de passer du texte au sens. Du coup, la question, c'est pourquoi ce sens-là? Typiquement, si vous évaluez ce calcul, 2 plus 11 fois 3 plus 3, vous trouvez miraculeusement 42. Pourquoi vous faites ce calcul-là? Typiquement, par exemple, vous pourriez faire 3 plus 3 d'abord, ça va vous fait 6, ensuite 2 plus 11, 13, et vous faites 6 fois 13. Mais pourtant, on vous dit c'est faux. Qu'est-ce qui vous permet de décider que cette interprétation est fausse? Pourquoi vous interprétez cette expression comme étant 42? Ça, c'est une vraie question. De la même façon, pourquoi vous interprétez ce code Python comme si, ok, alors on fait quelque chose? Ou pourquoi vous interprétez cette phrase comme Rita va acheter des nappes? En fait, quand votre cerveau il arrive sur un texte comme ça, ce qu'il va le faire, c'est le découper en fait. Donc typiquement, quand vous arrivez sur ce texte, d'abord vous repérez les nombres. Donc il y a des constantes. 2, 11, 3, et un autre 3. Et ensuite, ces constantes, vous les rassemblez en fait. C'est-à-dire typiquement, pour faire ce calcul, si vous faites ce calcul, vous allez faire quoi? Voilà, vous faites 2 plus 11. Ensuite, vous faites x3. Et ensuite, vous faites le dernier plus 3. Du coup, ça, 2 plus 11, c'est une expression mathématique valide. Entre parenthèses, ça veut toujours dire 2 plus 11.
Et ensuite, vous avez une expression qui correspond à 2 plus 11 fois 3, qui est aussi une expression mathématique valide. Et tout ça, plus 3, est encore une expression mathématique valide. Donc là, vous voyez apparaître une structure hiérarchique dans un texte, en fait. Et du coup, c'est à l'aide de cette structure hiérarchique qu'on peut donner le sens d'un texte. Donc, comment on définit typiquement la sémantique d'une expression mathématique? En fait, typiquement, la sémantique d'une suite de chiffres, c'est le chiffre le plus à droite, plus 10 fois le chiffre un cran à gauche, plus etc. Je suppose que vous savez compter normalement. L'évaluation de quelque chose entre parenthèses, c'est juste ce qu'il y avait dans les parenthèses. L'évaluation de quelque chose plus quelque chose, c'est l'évaluation du premier quelque chose plus l'évaluation de quelque chose. C'est important de noter la différence ici. Que ici, ce plus, c'est vraiment le symbole, au sens le dessin, on fait une barre verticale et une barre horizontale, alors que ce plus, ça représente vraiment l'addition en elle-même, c'est-à-dire le concept derrière, le sens de l'addition. Et de la même façon pour la multiplication. Du coup, voilà, petit bug de slide, bon. Du coup, comment on fait pour évaluer ça? En fait, on suit la sémantique. 2, c'est une constante qui s'évalue en 2. En utilisant la première règle. 11, c'est une constante qui s'évalue en 1 plus 10, 11, en utilisant toujours la première règle, 3 et l'autre 3. Et ensuite, on peut utiliser la règle du plus pour évaluer cette sous-expression. Ensuite, la règle des parenthèses pour évaluer celle-là. Ensuite, on peut utiliser la règle du fois pour obtenir 39. Et ensuite, on réutilise la règle du plus pour obtenir 42. Et donc, en fait, on voit qu'avec les règles de la sémantique et la structure hiérarchique du texte, on peut obtenir le sens du texte. Ici, 42. Du coup, en fait, ça s'appelle la syntaxe. Vous avez peut-être eu dans un cours de français un prof de français qui vous dit c'est pas syntaxique ou c'est pas syntaxiquement correct ou quelque chose comme ça. La syntaxe, c'est ça, c'est la structure hiérarchique du texte qui permet d'en définir et d'en sortir le sens, en fait. Et en fait, typiquement, en grammaire, au primaire, on vous a appris ça. Il y a un sujet, Rita, un verbe, à acheter, un groupe nominal, à pois rouge. Ensuite, à pois rouge, c'est un complément du nom. Ensuite, des nappes à pois rouge, c'est un complément d'objet direct. Ensuite, à acheter des nappes à pois rouges, c'est un verbe et un COD, ça fait un groupe verbal. Et un sujet plus un groupe verbal, ça fait une phrase. Et donc du coup, voilà, c'est exactement c'est le même genre de structure que pour les maths. Il y a vraiment des choses qui s'emboîtent, des boîtes. Donc du coup, pour résumer l'introduction, nous sommes des humains, nous voulons communiquer avec les machines pour diverses raisons. Et en fait, les machines, elles doivent comprendre sans ambiguïté ce qu'on veut leur dire. Sinon, on peut avoir des gros problèmes. Du coup, ça exclut l'utilisation de français ou d'anglais ou de langues comme ça. Et donc, du coup, en fait, on veut un programme qui peut comprendre du code écrit dans un langage de programmation. Et en fait, comprendre, ça passe par extraire du sens du texte, donc prendre le texte et en sortir du sens. Et en fait, le sens de ce texte, il est défini en usant par une sémantique. Donc, il y a une sémantique d'un langage qui définit le sens d'extraire un texte. Et pour pouvoir évaluer cette sémantique, en fait, on a besoin de passer par la syntaxe, qui est la structure, en fait, du texte qui permet de définir la sémantique. Donc du coup, en fait, le programme, il doit être capable de calculer la syntaxe d'un texte à partir de ce texte pour ensuite en obtenir le sens. Donc du coup, en fait, l'organisation de l'exposé, c'est ça, c'est texte plus syntaxe plus sens. Sauf qu'en fait, je vous ai menti, on ne va pas faire tout ça, parce que pour faire tout ça, il faudrait un semestre avec plein d'heures de cours. Du coup, on va faire juste cette partie-là. Comment extraire la syntaxe? Parce qu'en fait, la deuxième partie, passer de la syntaxe au sens, oui, voilà, donc faire la syntaxe. Et on veut faire ça algorithmiquement. Parce qu'en fait, la deuxième partie, passer du syntaxe au sens, c'est très compliqué. Genre, typiquement, on peut faire de la compilation, c'est-à-dire passer, une fois qu'on a compris comment marchait le langage de programmation, réécrire un code binaire que la machine peut comprendre. Mais on peut faire de la preuve. Il y a eu un autre exposé sur la preuve, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des codes qui représentent des théorèmes. Et ensuite, une fois qu'on a la syntaxe du théorème et qu'on comprend, on peut évaluer le sens du théorème et évaluer s'il est vrai. Ça, c'est utile. Après, on peut faire du Python, c'est-à-dire de l'interprétation. Après, on peut faire de la configuration. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont fait des scripts de jeux vidéo ou essayé de modifier des jeux vidéo, mais ça se passe de la même façon. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses, en fait. Et en fait, chaque item de cette liste prendrait un exposé entier. Du coup, on ne va pas tous les faire. Du coup, en fait, nous, on va juste s'intéresser à cette partie-là. Comment on passe d'un texte à la syntaxe? Comment on passe de cette suite de lettres, qui est juste une lettre, puis une autre, à une structure de sujet, verbe, groupe verbal, etc. Donc du coup, pour ça, on va analyser plus en détail le problème. Pour ça, il faut se rappeler quelque chose d'important. Un ordinateur, c'est bête. Genre vraiment. Il va exécuter un programme qu'on lui a donné, instruction par instruction, et il ne va pas essayer d'être inventif ou innovant ou quoi que ce soit. Et en fait, la question, c'est comment on peut lui faire comprendre quelque chose d'aussi abstrait que le sens d'un texte. Et en fait, la réponse basique, c'est on peut pas. Un ordinateur, c'est trop con pour faire ça. En fait, un ordinateur, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire des instructions genre, si le texte, il a telle gueule, alors fais ça.
Et en fait, si on a suffisamment d'instructions de ce style, eh ben, on finit par être capable de reconnaître à peu près tout. Et en fait, reconnaître, c'est vraiment un mot important. Parce que l'idée principale de tout ce qu'on va faire dans la suite de cet exposé, c'est en fait reconnaître des choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordinateur, il ne va pas essayer de comprendre le sens de la vie, le sens du texte, les métaphores et tout ça. Il va juste essayer de reconnaître des formes existantes, des trucs qui ressemblent. Il sait que d'abord, il y a un sujet, puis un verbe dans une phrase. Du coup, quand il veut reconnaître une phrase, il cherche d'abord un sujet, puis il cherche un verbe. Il essaye de reconnaître des formes existantes. Et en fait, on va utiliser le verbe reconnaître pour reconnaître une forme existante et après l'analyser et éventuellement en extraire le contenu. Du coup, le mot reconnaître veut dire un peu plus de choses que d'habitude dans cet exposé. Du coup, en fait, pour être capable de reconnaître des formes, il faut, nous, êtres humains, analyser exactement la syntaxe du langage qu'on veut reconnaître pour savoir exactement quelles formes on a envie de reconnaître et pouvoir les utiliser dans l'algorithme. Donc, les formes qu'on a envie de reconnaître, c'est ça va reconnaître un groupe nominal, ça va reconnaître un verbe composé, ou en mathématiques, ça va reconnaître une addition, par exemple. Et donc, du coup, la première chose à se rendre compte, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux de syntaxe. Donc ça, vous voyez, ça, c'est la syntaxe de la phrase. Mais en fait, les composants de base ici, c'est pas des lettres. Pourtant, on a dit que le texte est juste une suite de lettres. Et pour l'ordinateur, le texte n'est qu'une suite de lettres. Donc en fait, il y a quelque chose entre le sujet et la suite de lettres R majuscule, puis I minuscule, puis T minuscule, puis A minuscule. Et en fait, cette base de notre structure hiérarchique, c'est les mots. C'est-à-dire que d'abord, avant de décomposer le texte en groupe nominal, verbe, complément d'objet direct, etc., il faut d'abord découper le texte en mots. Ça paraît évident, mais en fait, c'est pas si évident que ça. On va le voir après, ça va nous prendre un petit moment. Mais en fait, découper un texte en mots, c'est Rita, puis A, puis HT, puis D, puis NAP, c'est pas du tout évident. Et donc du coup, en fait, on va généraliser la notion de mot, on va appeler ça un token. Parce qu'en fait, quand on fait l'analyse de notre texte, par exemple des symboles de ponctuation, on veut les prendre à part entière. En fait, on va un peu considérer une virgule ou un point-virgule ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation comme un mot à part entière. Et de la même manière, dans une phrase mathématique, quand vous voyez un 12, un plus, une parenthèse fermante, vous n'allez pas appeler ça des mots, même si fondamentalement c'est la même chose, c'est juste un bloc élémentaire qui constitue la structure. Et donc du coup, en fait, on va appeler ça des tokens. C'est un mot anglais, il n'y a pas de traduction en français. Du coup, en fait, on va faire décomposer l'analyse en deux étapes. C'est-à-dire qu'au lieu de passer directement de la suite de lettres à, en fait, DNAP, c'est un COD, d'abord, on va prendre la suite de lettres, on va utiliser un premier programme qui s'appelle un lexeur. Lexeur, ça vient de lexique, c'est vraiment l'idée de reconnaître des mots, qui va prendre cette suite de lettres, genre vraiment lettre par lettre, et sortir des mots, genre il va nous dire D c'est un mot, et puis ensuite NAP c'est un mot. Et ensuite, il va y avoir un deuxième programme qui s'appelle le parseur, qui lui en fait va prendre une suite de mots, et pas une suite de lettres, et qui va être capable de reconstruire toute la structure. Du coup, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est qu'en fait un programme ne peut pas réellement comprendre le sens d'un texte. Pour comprendre, le programme en fait il reconnaît des formes existantes. Et ces formes, ça peut être des COD, des mots, des additions, enfin il doit vraiment reconnaître des choses toutes faites en fait. Il ne peut pas inventer des nouvelles choses. Et en fait, parmi toutes ces formes, il y en a qui sont spécifiques, c'est les tokens, c'est-à-dire les mots, les nombres, les symboles de base, genre plus, parenthèse, qui sont vraiment en bas de la hiérarchie et forment la base de la structure du texte. Et en fait, du coup, on va avoir deux programmes, le lexeur qui va découper le texte, c'est-à-dire la suite de lettres, en une suite de mots ou de tokens, et ensuite le parseur qui va lui prendre cette suite de mots et reconnaître la structure globale de la phrase ou de l'expression mathématique. Du coup, ça se décompose vraiment en ces deux étapes. Le lexeur prend le texte et donne une suite de tokens, puis le parseur donne la syntaxe, et puis, pas dans cet exposé, mais bien sûr derrière, on peut utiliser la sémantique une fois qu'on a la syntaxe pour obtenir le sens. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie analyse lexicale, donc ça c'est la partie du lexeur, comment on reconnaît des mots à partir de lettres. Donc du coup ce qu'on va faire c'est ça, c'est qu'on a une suite de lettres, Rita, HT, NAP, toutes indépendantes, et on veut découper ça en mots. Ça a l'air simple, hein. De la même façon on a une suite de symboles mathématiques, et on va découper ça en parenthèse ouvrante, un 2, un plus, un 11, et une parenthèse fermante. Ça c'est les mots des mathématiques. Du coup, je rappelle, un token, c'est la plus petite unité du langage qui a un sens. Et ça aussi, c'est un symbole, c'est quelque chose d'important que je n'ai pas mentionné avant. Ce qui différencie un token d'une lettre, c'est qu'un token en lui-même, il a un sens. NAP, le mot NAP, il a un sens en lui-même, il désigne l'objet NAP. La lettre P, elle n'a pas de sens, c'est juste un symbole. Du coup, vraiment, les tokens, c'est le plus petit élément à partir duquel l'assemblage de lettres commence à faire un sens, en fait. Donc, les tokens en langage naturel, il s'agit des mots, mais dans d'autres langues, pas forcément. Du coup, on va chercher comment on fait ça. Du coup, on va regarder quelques exemples. Si on a Rita acheté, le découpage en mots est simple. Vous feriez comment algorithmiquement pour découper ça en mots? Et dès qu'il y a un espace, on change de mot. C'est effectivement la méthode de base.
Donc on a un super algorithme, c'est bon, ça marche. Et hop, après il y a des problèmes. Oh, un L apostrophe. Du coup, on parcourt, on attend qu'il y ait un espace pour couper, ça va donner l'arbre en un seul mot, alors que l'arbre, c'est 2 mots. Du coup, on pourrait se dire, bah, en fait, soit on coupe sur les espaces, soit on coupe après une apostrophe. Bon, très bien, ça peut marcher. Sauf que bah, y a d'autres symboles pour lesquels ça marche pas. Genre, typiquement, un tiret, bah, porte-manteau, c'est un seul mot. Du coup, sur les apostrophes, il faut faire quelque chose, et sur les tirets, il faut faire autre chose. Mais en fait, sur les apostrophes aussi, il faut faire autre chose. Parce que dans « aujourd'hui, j'ai faim », aujourd'hui, c'est un seul mot. Par contre, dans G, J apostrophe, c'est un mot et AI, c'est un autre mot. Tous ces exemples sont là pour vous expliquer à quel point, en fait, ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas. Pour les mathématiques, c'est un peu plus simple. Genre 12 plus 4, on regroupe les chiffres qui sont côte à côte. Sachant qu'en mathématiques, il n'y a pas forcément d'espace. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement écrire 12 plus 4 tout collé. Et on doit être capable de découper. Mais on sait faire la différence entre un chiffre et un symbole d'opération. Donc ça, c'est pas un problème. Sachant que typiquement, quand on a une virgule, bon ici j'ai mis un point, mais enfin une virgule ou un point, ça dépend des gens. C'est le 12,3, c'est quand même un seul mot à part entière. Et en fait, il y a quelque chose de plus subtil. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la notation physique, quelque chose, virgule quelque chose, fois 10 puissance quelque chose. Mais en fait, en informatique, ça se note quelque chose, virgule quelque chose. Là, il manque un point. E moins quelque chose, ou le E, ça représente 42 fois 10 puissance moins 42. Et donc du coup, si on écrit 42, E moins 42, moins 17, bah, il faut être capable de savoir qu'en fait le moins 42, ça appartient à ce nombre-là. Par contre, moins, c'est une opération mathématique extérieure, et 17 aussi. Du coup, les mathématiques, c'est pas forcément plus simple à découper en mots que le français. Donc du coup, en fait, on pourrait faire un algorithme pour chaque langage, analyser tous les détails et tout, mais c'est long et compliqué, et c'est à faire pour chaque langage. Et c'est compliqué pour, à chaque fois qu'il y a un nouveau langage, de refaire un algorithme. Du coup, en fait, on n'a pas envie de faire ça. On aimerait bien résoudre le problème une fois pour toutes. Et du coup, on va faire un algorithme général. Donc en fait, on va décomposer notre algorithme spécifique en 2 parties. D'abord, un format spécifique qui explique comment on découpe les mots dans ce langage. Et ensuite, un algorithme général qui va prendre ce format spécifique et le texte, et va utiliser ce format pour analyser le texte et le découper en mots. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut spécifier dans le format? Typiquement, en français, il faudrait spécifier que les mots doivent être séparés par des espaces, et tout ce qu'on a vu sur les apostrophes, les tirets et tout ça, c'est assez compliqué. Mais voyons étape par étape. Par exemple, ce qu'on peut avoir envie de spécifier, c'est qu'il y a certains caractères qui ne sont pas dans le langage. Typiquement, un A, ça peut apparaître, mais un pourcentage, non. Ensuite, certaines suites de caractères sont valides. Genre acheter, c'est un mot valide du français. Cette suite de caractères que je n'essaierai pas de prononcer n'est certainement pas un mot valide du français. De la même façon, en mathématiques, ça c'est 12 fois 10 puissance 4, c'est un texte parfaitement valide. Par contre, si je mets 2 fois E quelque chose, ça veut rien dire. Donc du coup, on peut avoir des contraintes du style, au sein d'un nombre, le E là, le petit E qui signale l'exposant, il peut apparaître qu'une seule fois. En fait, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire qu'il peut aussi apparaître 0 fois. Genre 12 c'est un nombre valide, 12 E4 c'est un nombre valide, mais par contre 12 E4 E2 ça veut rien dire. Et pareil, si vous avez déjà fait des recherches sur le web, vous savez comment un nom de domaine c'est des mots séparés par des points, mais si vous mettez plusieurs points d'affilée, c'est pas un nom de domaine. Du coup, de la même façon, on doit être capable d'analyser est-ce qu'il y a plusieurs choses d'affilée, tout ça. Du coup, ça fait beaucoup de contraintes, et en fait, on peut réussir à rassembler ça et toutes les contraintes de base en un certain nombre de cas simples en fait. Et du coup, en fait, on va introduire le concept des expressions régulières. Bon, ceux qui ont déjà fait quelque chose sur le web savent ce que c'est, sinon les autres vont découvrir avec moi. Une expression régulière c'est une description d'un format de mots qui en fait se construit en assemblant des formats. On a des formats qui décrivent quels mots on peut reconnaître, et on va assembler des formats préexistants pour construire des formats de plus en plus gros. Donc du coup, typiquement, on commence par la brique de base, l'expression régulière A qui reconnaît la lettre A. Du coup, si le mot c'est un A tout seul, bah, c'est bon, et sinon c'est pas bon. Ça c'est extrêmement simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire? Bah, généralement, on a envie de mettre deux trucs à la suite. Typiquement, si on veut reconnaître le mot AB, ben, on va prendre cette expression régulière R1 valant A et cette expression régulière R2 valant B. Mais voilà, de manière plus générale, si on a 2 formats, on peut avoir envie de reconnaître un mot qui est composé de ces 2 trucs à la suite. Des fois, on peut avoir envie d'avoir un OU, c'est-à-dire que si je veux reconnaître le mot Paul ou Pierre, bah, je vais écrire Paul ou, et on utilise une barre verticale, Pierre. Et du coup, en fait, le chemin d'exécution, en fait, il va soit choisir de passer par Paul, soit choisir de passer par Pierre. L'idée, en fait, de ces petits schémas, c'est qu'en fait, on parcourt le truc en semant nos lettres, en fait. Du coup, ici, quand on passe, on sème un A et on continue avec les lettres qui restent.
Et là, pareil, en fait, on sème soit un Paul, soit un Pierre, en fonction de qu'est-ce que R1 et R2 ont envie de manger, en fait. L'idée, c'est que pour passer un rectangle, il faut lui donner ce qu'il a envie de manger. Et en fait, la dernière structure qui est très importante, c'est l'idée que des fois, on veut une répétition, c'est-à-dire qu'on veut accepter dans le langage, je ne sais pas, un nombre quelconque de A. Et donc, du coup, pour pouvoir, on a besoin de faire une répétition. Et donc, du coup, en fait, l'étoile, en fait, c'est un symbole qu'on va utiliser pour dire, en fait, on peut répéter. Typiquement, là, ici, on peut répéter R plein de fois, c'est-à-dire qu'on peut répéter R 0 fois, c'est-à-dire si on prend ce chemin-là, genre on évite le R, ben, on a R 0 fois. On peut aussi le prendre une fois, et après, on peut aussi prendre la flèche pour revenir et le prendre plusieurs fois. Et du coup, voilà, dans cette configuration, cette case-là, on peut lui donner à manger 0, 1, 2 ou plein de R autant de fois qu'on veut. Et du coup, on peut reconnaître des mots qui sont juste une suite de R d'un certain nombre de R. Alors ça, c'est vraiment la base des expressions régulières. Ensuite, on va ajouter des petites notations pour aider. Genre si je mets A-Z entre parenthèses, ça veut dire qu'on accepte toutes les lettres A ou B ou C jusqu'à Z. Parce que clairement, écrire tout ça, ça va prendre 26 caractères et ça va être long. Et de la même façon, on va utiliser quelque chose d'optionnel, un point d'interrogation. Donc A point d'interrogation, ça veut dire que A peut être ou ne pas être là. Donc en fait, ça veut dire A ou rien. Et ensuite, le plus, c'est pour dire que quand il y a une répétition, il en faut au moins un en fait. Donc l'étoile, c'est 0 ou plus. Et quelque chose plus, c'est 1 ou plus. Du coup, en fait, ça correspond juste à demander la chose une fois, puis 0 fois ou plus. Et donc du coup, maintenant, armé des expressions régulières, on va essayer de s'en servir pour reconnaître des mots. Donc du coup, par exemple, des exemples de base, si on a deux mots à connaître, poids et peu, ben, on peut écrire poids, barre peu, et du coup, cette expression régulière reconnaît ces deux mots et rien d'autre. De la même façon, si vous écrivez AB étoile A, ben, en fait, vous pouvez reconnaître des séquences de ABA, BA, BA, BA. Faut juste qu'il y ait deux A au bord. Parce que du coup, celui-là, il commence par un A et tous les A sont suivis d'un B. Mais après, il peut y avoir un A, puis un B, y avoir un A. Et à un moment, on sort. Et du coup, il faut un dernier A. Et on a fini. Ça paraît clair pour tout le monde que ça reconnaît tous les ABA, BA, BA avec un A à la fin. Très bien. Donc du coup, maintenant, on va tester. On va vous tester. Du coup, si par exemple vous voulez reconnaître des mots qui sont juste une suite de lettres entre A et Z, vous écrirez quoi? Ça peut se dire alors. Oui, on peut répéter, enfin on a un certain nombre de lettres qui se répètent. Comment? Ah, pardon, désolé. A jusqu'à Z avec une étoile à chaque lettre. Ouais. Alors, en fait, on peut faire ça, mais généralement on va juste mettre l'étoile autour de tout en fait. L'étoile autour de A-Z. Ouais, voilà, exactement. En fait, en vrai, voilà, on met un plus parce qu'un mot à 0 lettres, c'est pas très intéressant. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on peut avoir n'importe quelle lettre entre A et Z et on les répète. Ensuite, un peu plus compliqué, on va reconnaître des nombres, sachant qu'ils peuvent potentiellement commencer par un moins. Du coup, qu'est-ce qu'on doit changer par rapport à ce genre de... Comment on fait pour gérer le fait qu'il peut ou ne pas y avoir un moins? Si on fait moins étoile, le nombre moins 4 est valide, alors que non. Exactement. Moins point d'interrogation et ensuite 0,9 plus. Donc ça dit optionnellement il y a un moins ou pas. Et ensuite, il y a des 0 et des 9 au moins une fois et potentiellement plus de fois. Ensuite, si on veut reconnaître un nombre en hexadécimal, ça c'est du coup OX suivi de lettres de chiffres et de lettres, les lettres étant comprises entre A et F. Du coup là... ouais. Enfin, 0 jusqu'à F. Voilà. Plus, voilà. On met OX et ça plus. Alors, plus compliqué, ce genre de nombre. Là, d'un coup, ça va être un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on doit avoir un nombre, potentiellement, on a un truc à virgule derrière, mais pas forcément. Potentiellement, on a un exposant x 10 puissance quelque chose, mais pas forcément. Et optionnellement, il y a un moins devant. On commence par 0,9 plus. On commence par 0,9 plus. Point étoile. Mais on veut pas 42.5. Juste point étoile et suivi de 0. Ah, juste. Non, pas point d'interrogation.
point d'interrogation suivi de 0,9 plus, exactement. Et après, on fait pareil pour le E. E, point d'interrogation, etc. Du coup, en fait, ça donne ça, en fait. On peut le formuler autrement. On pourrait mettre le point d'interrogation que sur le point. Il y a plein de façons de le voir, mais l'idée, c'est voilà, qu'il y a optionnellement un signe. Ensuite, il y a des chiffres qui se répètent. Optionnellement, il y a une partie décimale constituée d'un point et des chiffres qui se répètent. Et optionnellement, il y a un exposant qui est constitué d'un E, de peut-être un signe moins, et de chiffres qui se répètent. Bon, voilà. Le niveau au-dessus, c'est les adresses mail. Ça, c'est mon adresse mail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la culture des adresses mail, mais en fait, c'est tellement affreux qu'il y a des concours sur Internet sur qui c'est qui arrive à faire les expressions régulières les plus courtes pour reconnaître l'adresse mail. Et je crois que les records les plus bas, ça fait 200 ou 300 lettres. Du coup, si ça vous amuse, allez voir sur Internet, mais on va clairement pas faire ça ici. Ça peut être vraiment affreux. Pourquoi c'est dur en fait? Parce que en fait, il y a des fois tu peux mettre des chiffres. Il y a le fait que c'est il y a des minuscules, des majuscules, et il y a plein d'extensions où tu peux mettre 2 points, un truc, ça veut dire quelque chose de spécial, mais en fait personne s'en sert. Mais du coup, si tu veux être capable d'accepter toutes les adresses mail possibles, c'est beaucoup plus compliqué que si tu veux accepter 99,9% des adresses mail qui existent, qui sont effectivement une suite de lettres avec séparées par des points, un arrobase et une suite de lettres séparées par des points. Voilà. Et ensuite, dernière remarque, est-ce que vous pensez qu'on peut reconnaître une expression mathématique avec des parenthèses plus, fois? Je me rappelle que c'est des trucs parce qu'en fait, il faut une règle comme quoi dès qu'on a ouvert une parenthèse, il faut forcément la fermer. Oui. Et en fait, c'est pas possible. Il manque quelque chose. Parce que soit vous mettez une parenthèse dans une étoile, mais auquel cas, vous ne pouvez pas compter quand il y en a. Si vous mettez une parenthèse ouvrante dans une étoile, bah, vous ne pouvez pas savoir combien il y a de parenthèses fermantes. Et si vous mettez rien dans des étoiles, bah, vous ne pouvez pas avoir un nombre aussi grand que vous voulez de parenthèses imbriquées. Du coup, en fait, ça, c'est impossible à faire avec les expressions régulières. Du coup, bah, comment reconnaître ça? C'est ce qu'on va voir dans la partie d'après, et c'est encore plus compliqué. Ensuite, petit détail, dans la vraie vie, on va trouver des mots dans des phrases. On ne veut pas juste savoir est-ce qu'un mot est un mot. Du coup, en fait, si on a la regex AZ étoile et le texte test, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux le découper en mode le mot TE puis le mot ST ou en le mot test? Bon, clairement, la deuxième option. Du coup, en fait, le problème, c'est que TE puis ST, c'est 2 mots valides sur cette expression régulière. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire que en fait, ça, c'est mieux? Et en fait, la solution, c'est très très bête, mais on essaie toujours de prendre la chose qu'on peut le plus long possible. Et du coup, c'est aux personnes qui donnent les expressions régulières définissant un langage de s'arranger pour qu'en fait, elles matchent exactement le mot et rien de plus. Mais par contre, elles sont autorisées à accepter un peu moins, vu qu'on essaye toujours de prendre la solution la plus longue possible. Donc voilà, typiquement, si on veut lexer l'arbre avec AZ étoile et optionnellement une apostrophe, ben en fait, on va arriver dans notre expression régulière, on voit un L, du coup un L ça rentre dans le AZ étoile, on lit le L. Ensuite on voit une apostrophe, du coup ça veut dire qu'on passe à l'apostrophe. Du coup très bien, on a une apostrophe. Et là ben, on est ici en fait, et du coup on peut plus rien reconnaître. Du coup c'est à ce moment-là qu'on a dit ben, on a lu tout ce qu'on avait pu, et donc du coup c'est le moment où on dit ben, c'est la fin du mot. Et à ce moment-là, ben, on peut plus rien faire, on dit c'est la fin du mot, et on recommence. Et là, du coup, on revient au début sur un nouveau mot. Et là, du coup, on recommence à lire le mot AZ étoile, et donc du coup, on accepte les lettres, parce que dans l'étoile, on peut mettre autant de lettres qu'on veut. Et du coup, c'est comme ça qu'on a découpé l'arbre en 2 mots, L' suivi de arbre. Ensuite, autre subtilité, dans la deuxième partie, pour savoir qu'est-ce qu'est un sujet, un groupe nominal, etc., on a besoin d'autre chose que juste de savoir qu'il y a des mots, en fait. On a besoin de savoir c'est quoi comme mot. Typiquement, c'est intéressant de savoir que Rita c'est un nom, A c'est un auxiliaire, HT c'est un participe passé, etc. Du coup, en fait, non seulement il faut séparer les mots, mais en plus il faut se débrouiller pour avoir des informations des différents types de mots reconnaissables. Et pareil pour les mathématiques, 2 c'est une constante, plus c'est un opérateur, une parenthèse ouvrante c'est une parenthèse ouvrante, c'est un type à part entière parce que c'est vraiment spécial les parenthèses. Et du coup, la subtilité supplémentaire, c'est qu'en plus, notamment sur ça, en fait, l'expression régulière qui va reconnaître les trucs de type const, ça va pas être la même que l'expression régulière qui va reconnaître les trucs de type opérateur. Il y en a une, ça va être 0,9 plus, et l'autre, ça va être plus ou fois ou divisé ou d'autres choses. Donc du coup, là, on a à peu près vu tout ce qu'on voulait reconnaître avec notre format. Maintenant, on va voir comment on fait. Donc naïvement, on prend toutes nos constructions de base d'expressions régulières, et donc du coup, on veut faire un algorithme qui donne un succès ou un échec
sur l'expression régulière. Donc typiquement, si on arrive sur A, bah, on lit la lettre, et si c'est un A, c'est bon, si c'est pas un A, c'est pas bon. Du coup, je vais noter ça comme ça. On lit un A, si c'est un A, c'est bon, si c'est pas un A, c'est pas bon. Si on veut reconnaître deux choses à la suite, bah, on essaye de reconnaître la première. Si c'est bon, on essaye de reconnaître la deuxième. Si c'est bon, bah, c'est bon. Et si à un moment, si la première a échoué, c'était pas bon. Et si la première a réussi, puis la deuxième a échoué, bah, globalement, c'est pas bon. De la même manière pour la disjonction, un peu différent, mais l'idée est là. On essaye de reconnaître le premier. Si ça marche, bah, on est bon. Et si on n'arrive pas à reconnaître le premier, bah, il faut essayer le deuxième. Du coup, on revient, on essaie le deuxième. Si le deuxième marche, on est bon. Et sinon, on n'est pas bon. Et pour l'étoile, c'est plus simple parce qu'en fait, ça peut jamais ne pas être bon. Parce qu'en fait, l'étoile, dès qu'elle échoue, bah, en fait, c'est qu'on a passé l'étoile et du coup, on passe à la suite. Et par contre, tant qu'on réussit, on réessaye. Donc du coup, ça c'est très bien. C'est pas tout à fait vrai, ça marche pas exactement, mais globalement, dans l'idée, ça fait ce qu'il faut. Il y a 2-3 détails à régler. Cependant, on va voir qu'il y a quelques problèmes quand même. Typiquement, si on veut juste reconnaître deux mots, pour ou pouf, ben, on écrit expression régulière pour ou pouf, et ensuite on va essayer de reconnaître ça. Du coup, ben, on fait notre diagramme habituel. On transforme ça en si on reconnaît pour ou pouf, c'est bon, sinon c'est pas bon. Ensuite, on utilise la disjonction pour décomposer ça comme ça. Ensuite, on sait que pour, c'est la concaténation de P, de O, de U et de R, et pouf, pareil. Du coup, on décompose ça comme ça. Donc là, ça commence à devenir compliqué, mais c'est pas très compliqué quand même. Et en fait, là, on se rend compte que si on a un problème qui est apparu en haut de la slide, et en fait, le problème, c'est que en fait, si on veut reconnaître pouf, ben, on arrive, on lit un P, très bien, on a un P. Ensuite, on a un O, très bien, on a un O. Ensuite, on a un U, très bien, on a un U. Et ensuite, ben, on échoue et on doit revenir là. Et du coup, ben, là, il faut refaire. Oh, on a un P, très bien, on a un P. Ensuite, on a un O, très bien, on a un O. Ensuite, on a un U, très bien, on a un U. Ensuite, on a un F, très bien. Du coup, ben, on a lu deux fois P, O, U. C'est un peu dommage quand même. Sachant que si c'est pas une suite de 3 lettres, mais de 300 lettres, ça va être un peu plus long. Du coup, l'idée, c'est que, bah, en fait, les deux mots, ils commencent par pou. Du coup, d'abord, on essaye de lire pou, et après, on regarde est-ce qu'il y a un R, un F ou autre chose. Du coup, ben, en fait, on se rend compte que cette expression régulière, ça reconnaît la même chose que celle-là. Et du coup, on peut simplifier notre diagramme comme ça. D'abord, on essaye de reconnaître P, puis O, puis U. Et ensuite, on essaye R. Si R marche, c'est bon. Si R échoue, on essaye F. Si F marche, c'est bon. Et si F échoue, très bien. Mais là encore, on se rend compte que c'est pas génial. Parce qu'en fait, si on essaye de reconnaître R, si on essaye de reconnaître R, on lit le caractère, on regarde si c'est un R, et si c'est pas bon, ben on le repose, et puis on va au F, et on le reprend, et on essaye de voir est-ce que c'est un F. Ça, c'est pas génial. Du coup, ce qu'on pourrait se dire, c'est juste on le prend, on regarde si c'est un R ou un F, ou autre chose. Oups, je suis parti du mauvais côté. Toujours du mauvais côté. Du coup, on le prend, en sortant du U, on prend la lettre, on regarde si c'est un R, on va en R, on regarde si c'est un F, on va en F, et si c'est autre chose, c'est un échec. Sauf que du coup, une fois qu'on a fait cette disjonction de cas, en fait, le truc qui reconnaît R et le truc qui reconnaît F, il sert à rien. Si on vient de prendre cet embranchement parce qu'il y a un R qui arrive, bah, le truc qui reconnaît R, il va forcément accepter parce que c'est un R qui arrive. Du coup, en fait, on peut simplifier ça en ça. Et en fait, là, on se rend compte que en fait, ce qui est important, c'est pas tant les lettres que ce qu'il y a entre les lettres, c'est-à-dire ces points. Ces points-là, là, entre les lettres, c'est les points où on prend une décision, en fait. Donc dans ces cas-là, la décision elle est simple, c'est de suite on part en essayant de reconnaître un U, mais ici du coup on a une décision à prendre, et du coup ce qui est intelligent c'est de regarder la lettre qui vient, est-ce que c'est un R ou un F, pour prendre la décision et regarder où on va. Et du coup on va généraliser ça en fait en repérant toutes les positions et les décisions qu'on peut faire entre les positions. Du coup on va changer globalement de dessin, on va passer à ce dessin, où en fait les ronds ça représente les positions où on est, et les flèches ça représente les décisions. Et du coup en fait là on arrive, on est dans cet état-là, on est dans un certain état, et du coup on regarde une lettre, et on suit la flèche où il y a la lettre. Du coup si c'est un P, on passe là, et si c'est pas un P, ben, on sait que c'est un échec. Et du coup, une fois qu'on a lu un P, on est dans cet état-là, et là on peut se décider est-ce que c'est un O, on va là, et sinon c'est un échec. Pareil pour U, et ensuite pareil pour RF. Et du coup, en fait, cette structure, ça s'appelle un automate. En fait, c'est une machine qui va lire les lettres une par une, et bouger d'état en état en suivant les flèches quand il y a une lettre qui pointe vers la flèche. Du coup, on va faire quelques simplifications sur cet automate. On va enlever la partie échec, c'est-à-dire qu'on considère que si on est dans un état, on lit une lettre et il n'y a pas de flèche avec cette lettre qui part de l'état, ben en fait c'est que c'était pas bon. Et ça simplifie vachement les notations. Et ensuite, on va marquer cet état comme étant l'état final en mettant un double rond autour.
Et ensuite, une dernière remarque, c'est que le mot n'est pas accepté dès qu'on arrive sur l'état final, parce que, je le rappelle, on recherche toujours le truc le plus long possible. Du coup, typiquement, si en fait on essaie de reconnaître pouf ou pouf, enfin autant de F et de R qu'on veut après, ben en fait, on n'est pas obligé de faire plein de choses. En fait, on peut juste dire que dans l'état final, on boucle. Et donc du coup, la question intéressante, c'est pas la première fois qu'on arrive dans l'état final, mais est-ce que quand on est arrivé à la fin du mot, on est dans un état final. C'est-à-dire que la première fois qu'on bloque, soit parce qu'il n'y a plus de lettres, soit parce qu'il n'y a plus de flèches qui partent, là on regarde est-ce qu'on est dans un état acceptant. Et si on est dans un état acceptant, bah, très bien, on a accepté, on peut repartir de zéro. Et si on n'est pas dans un état acceptant, c'est qu'il y a une erreur. Et voilà comment on peut faire. Donc du coup, les langages en fait reconnaissables avec des expressions régulières, en fait, il y a un théorème qui dit que ce sont exactement les mêmes que ceux qu'on peut reconnaître avec ce genre de machine. Ce théorème est compliqué à montrer, mais au final, c'est faisable avec le genre de construction que je viens de vous faire pour vous amener à l'automate. Et en fait, les langages qui sont reconnaissables par, donc c'est-à-dire les suites de lettres qui sont reconnaissables soit les expressions régulières, soit les automates, ça s'appelle les langages rationnels ou réguliers. Voilà, l'expression régulière vient de ce mot-là. Donc si jamais vous cherchez ça sur Internet, c'est ce que vous allez trouver. Du coup, on peut faire un exemple. On essaye de reconnaître ça. Et on commence, on arrive à l'état initial. Du coup, on veut potentiellement un moins. Du coup, on crée un état après avoir lu un moins, qui s'appelle M pour moins. Et ensuite, on peut potentiellement reconnaître des chiffres. Donc du coup, on crée un état après avoir reconnu des chiffres. Et du coup, si on lit des chiffres avant d'avoir lu le moins, on passe direct dans cet état. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus jamais lire le moins, parce qu'il n'y a pas de moins qui part de F. Et si par contre on lit d'abord le moins et on est en M et qu'on lit un chiffre, ben là on va aussi en F. Donc du coup, là à ce stade, si on a lu moins 4, ben on a déjà un mot valide en fait. Du coup, ça veut dire que cet état, ah oui, non, oui, il y a le détail qu'on peut lire plusieurs chiffres. Une fois qu'on a lu un chiffre, on peut en lire d'autres. Et on reste dans F. Et en fait, si on a moins ou pas et une suite de chiffres, au moins un chiffre pour arriver dans F et peut-être d'autres chiffres, ben en fait, on a déjà un nombre valide. Du coup, cet état, il est acceptant. Si on s'arrête là, on a déjà un nombre. Après, potentiellement, on peut avoir un point. Du coup, si on a un point, on part. On va dans cet état. Et ensuite, après le point, on peut avoir des chiffres. Du coup, ben on va dans un autre état où il y a des chiffres. On ne reste pas là parce qu'on veut au moins un chiffre, en fait. Et ensuite, par contre, dans cet état, on accepte d'autres chiffres. Et ensuite, ben en fait, cet état, il est acceptant aussi. C'est-à-dire que si on a 4,2, ça va faire 4,2. Et là, on doit avoir un nombre valide, donc cet état, il est acceptant, une fois qu'on a lu un point. Mais cet état, typiquement, n'est pas acceptant. C'est-à-dire que si on dit 4, et rien après, c'est pas bon. Du coup, cet état, il n'a pas de double rond. Et si jamais on s'arrête là, c'est pas un nombre. Ensuite, il y a le E. Donc le E, soit il est après une partie décimale, soit il n'y a pas de partie décimale. Sachant que du coup, cette structure fait qu'une fois qu'on a lu le E, on ne peut plus jamais relire de points. On ne peut pas avoir la partie décimale après la partie exposant. Et ensuite, on peut optionnellement avoir un moins, et après, c'est la même structure, il y a un état final où, après avoir lu le moins, on peut avoir des chiffres, on peut boucler, et cet état est aussi acceptant, et celui-là, c'est le dernier état acceptant, il n'y a plus rien après. Voilà. Donc en fait, dans la vraie vie, les automates, en fait, vous aurez pas, si jamais vous faites ça, vous n'aurez pas à les générer. Les automates, en fait, ils sont générés automatiquement à partir des expressions régulières. Les gens, ils tapent les expressions régulières, il y a des algorithmes qui construisent des automates très efficaces pour les reconnaître. Et il y a même des librairies qui ont des extensions pour reconnaître des langages qui ne sont pas réguliers. Donc du coup, voilà, si vous allez sur Internet, sur mes slides, ou si vous avez une bonne mémoire, ça c'est le nom des librairies qui fournissent ça dans certains langages. J'ai choisi une liste de langages. Et du coup, bah voilà, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un lexer, donc c'est un algorithme qui reconnaît les tokens à partir des lettres, donc il va fusionner les lettres en tokens. Cet algorithme est générique, il peut lexer tous les langages avec le bon format, et ce format, c'est les expressions régulières. Et en fait, il convertit l'expression régulière en automate pour être efficace. Et il prend toujours le plus long texte accepté par un format, c'est comme ça qu'il fait pour découper les mots, en fait, il va aussi loin qu'il peut jusqu'à ce qu'il puisse plus. Et ensuite, il peut aussi accepter plusieurs formats à la fois. En fait, la méthode principale pour faire ça, c'est que l'automate, il a plusieurs types d'états acceptants. Et du coup, si on se bloque dans un état acceptant qui correspond au type non, ben on sait qu'on était un non. Si on bloque dans l'état acceptant qui correspond au type opérateur, on sait qu'on est en train de lire un opérateur. Et du coup, ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait prendre en entrée Rita htdnap et on sait sortir la suite des mots indexés par le type de mot que c'est. Et donc du coup, maintenant, on peut passer à l'analyse syntaxique. Du coup, ça, c'est découpé en plusieurs parties. Du coup, d'abord, c'est quoi l'analyse syntaxique et ensuite deux algorithmes pour le faire. Du coup, c'est quoi concrètement la syntaxe? Donc, on a déjà vu que c'était cette structure-là. Donc, des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Et en fait, ça, on note ça différemment. En informatique, on note ça comme ça. C'est-à-dire, on note ça comme un arbre. On appelle ça un arbre. L'idée, c'est que phrase, c'est le tronc. Et ensuite, il y a des branches. Ça, c'est une branche. Ça, c'est une branche. Et les branches peuvent se diviser en sous-branches, etc. Et du coup, on appelle ça un arbre. Il
Sauf que les informaticiens, pour une raison extrêmement mystérieuse, j'ai toujours pas compris, en fait, les arbres, ils les mettent dans ce sens. Alors, je sais pas s'il y a des informaticiens qui sortent beaucoup dehors de leur cave pour aller voir des vrais arbres, mais les vrais arbres, ils sont pas dans ce sens. Un truc que je me suis fait comme. Ah, pourquoi ils appellent ça arbre du coup? Oui, J'ai l'impression que juste par facilité, c'est plus simple de le faire dans ce sens-là. dans ce sens-là. C'est peut-être ça. Il l'a fait dans le sens du bas vers le haut. Ouais. On l'a fait, mais ils ont gardé. Et ils ont gardé, je sais pas. Mais toujours est-il que dans la vraie vie, les arbres, on les dessine dans ce sens-là, même si c'est pas le sens normal quand on dessine arbre. Donc du coup, vraiment, l'idée, c'est que quand il y a un encroisement de branches, on appelle ça un nœud, bah, tous les branches qui en descendent, en fait, ça correspond à tous les mots qui sont au bout de ces branches, ça correspond au groupe qui est représenté par ce nœud. Et du coup, ça permet de représenter la syntaxe d'un texte. Et en fait, ça s'appelle l'arbre de syntaxe abstraite. En anglais, c'est Abstract Syntax Tree, si vous cherchez sur Internet, ça s'appelle un AST. Et en fait, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que le but de notre algorithme, ça va être de prendre cette liste de noms et de sortir cet arbre-là, qui décrit exactement la structure du langage. Alors du coup, quels arbres on veut sortir? On ne veut pas sortir n'importe quels arbres. Typiquement, là, ces deux arbres, vous voyez une différence fondamentale entre cet arbre-là et cet arbre-là? Ouais, clairement, ouais, voilà. Le deuxième, si on regarde le français, ça veut rien dire. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas un verbe, c'est pas une phrase. Voilà. Donc la différence, c'est que, c'est qu'il y a des AST qui peuvent être corrects. Enfin, il y a vraiment, il y en a qui sont bons, et il y en a qui sont pas bons. Et du coup, il faut arriver à définir c'est quoi qui est bon et c'est quoi qui est pas bon. Et ça, c'est ce que vous avez pris au primaire. Ça s'appelle la grammaire. Et en fait, la grammaire, c'est vraiment un format, un peu comme les expressions régulières. Et c'est vraiment ce qui décrit ce qu'est quoi les structures qui sont valides et les structures qui sont pas valides sur un texte. Et donc en fait, c'est le format qu'on essaye de reconnaître. Donc du coup, la grammaire, c'est composé de symboles. Donc ça, c'est des éléments de grammaire. Donc un groupe nominal, un COD, un opérateur, une constante. C'est des éléments de la grammaire. Et ensuite, c'est composé de règles qui dit un symbole peut être composé d'autres symboles. Typiquement, il va y avoir une règle qui va dire un groupe nominal, c'est un déterminant, un certain nombre d'adjectifs, un nom et un autre nombre d'adjectifs, peut-être des compléments du nom, etc. Et donc du coup, il y a plein de règles qui disent comment on peut arranger notre histoire. Oups, mauvais bouton. Donc du coup, les symboles, en fait, il y a deux types de symboles. C'est-à-dire le mot symbole désigne en fait tout, c'est-à-dire du nom à la phrase. Mais par contre, on va utiliser symbole terminal pour les symboles qui en fait correspondent à des tokens. Donc c'est-à-dire que nom, c'est un symbole terminal, adjectif, c'est un symbole terminal, en maths constante et opérateur, c'est des symboles terminaux. Et on va utiliser symbole non terminal pour les blocs qui en fait sont des assemblages d'autres blocs. Un groupe nominal, un COD, une addition. C'est des blocs qui sont des assemblages d'autres blocs. Donc on peut prendre un exemple, la grammaire basique du français. On a un verbe, ça peut être soit un verbe simple directement conjugué à un temps simple, soit c'est un auxiliaire et un participe. Ensuite, on peut avoir une phrase, il y a un groupe nominal qui est en fait le sujet, puis un verbe, puis optionnellement un COD, puis obligatoirement un point. Vous notez que j'ai extrêmement simplifié par rapport à la vraie grammaire du français qui prendrait plusieurs pages. Ensuite, un groupe nominal, c'est un déterminant, un certain nombre d'adjectifs, un nom, puis après un certain nombre d'adjectifs, de groupes nominaux, de compléments du nom, etc. Et un COD, c'est un groupe nominal. Donc on peut avoir des règles qui disent juste ça, c'est ça. C'est autorisé. C'est pas spécialement utile, mais c'est autorisé. Ça permet de donner des noms plus précis. Typiquement, j'aurais pu mettre sujet ici et mettre une règle sujet est en fait un groupe nominal. Et pareil pour les mathématiques, une expression mathématique. Donc là, on va se restreindre dans les mathématiques à étudier juste les expressions qui sont composées d'additions d'entiers, en fait, parce que sinon, pareil que le français, ça devient extrêmement trop gros très vite. Et donc du coup, une expression arithmétique, c'est un entier ou une opération, donc du coup plus fois, mais ça peut être autre chose, hein, mais ici j'ai mis que plus et fois, ou alors une expression entre parenthèses. Et donc du coup, c'est ces règles-là qui définissent ce qu'il est possible de faire. Et en fait, un arbre est correct si en fait toute transition passée de groupe verbal à verbe et COD correspond à une règle en fait. C'est-à-dire que là, ici, le fait qu'il y ait groupe verbal qui est en dessous un verbe et un COD, ça correspond à la règle groupe verbal donne un verbe, un COD optionnellement, là on en a un COI optionnellement, là on en a pas. Cette règle ne correspond pas à celle d'avant, mais c'est pas très grave. Donc chaque embranchement doit correspondre. Voilà, pareil, phrase, c'est décomposé d'un sujet, d'un groupe verbal. Et du coup, l'arbre est valide parce que pour tous les nœuds, en fait, si on prend la liste de ce qu'il y a en dessous, bah, ça satisfait une règle. Du coup, en fait, on va dire qu'un texte est syntaxiquement correct si, en fait, on peut construire un arbre comme ça. Typiquement, Zorglub, Pouette, Fanfare, c'est pas un texte correct parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun arbre où tous les points vérifient les règles qui donnent le bon texte à la fin. Ensuite, une autre subtilité, c'est les ambiguïtés. Typiquement, on reprend l'ambiguïté du début, des nappes à pois rouge, soit à pois rouge, c'est un groupe nominal, et du coup, à pois rouge, c'est un complément du nom,
Et ça fait partie du COD, auquel cas le rouge s'applique à poids. Mais on pourrait aussi dire que à poids, c'est un complément du nom de nappe. Et ensuite, rouge, c'est un adjectif de nappe qui va directement dans le COD. Du coup, ces deux arbres sont valides pour ce bout de phrase. Et du coup, ça, c'est vraiment une ambiguïté géante. De la même façon, pour plus et fois, on peut regrouper 13 et 3 et ensuite ça avec l'autre 3. Ou alors les deux 3 avec un plus et ensuite fois 13. Bon, en mathématiques, il y a des règles, mais qui là sont implicites, qui ne font pas partie de la grammaire, qui nous disent que dans ce cas-là, il vaut mieux ça que ça. Du coup, on peut essayer de les rendre explicites. On peut, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les mots terme et facteur, mais on peut essayer de rendre cette grammaire explicite. Du coup, on va se donner un exemple ici. Et en fait, l'idée, c'est que en fait, les termes, c'est ce qu'il y a autour d'un plus. Donc ça, c'est un terme, ça, c'est un terme. Les termes, c'est aussi des facteurs. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, les facteurs, c'est ce qu'il y a autour d'une multiplication. Du coup, en fait, on va avoir des symboles multipliés avec des facteurs autour. Et les termes, c'est quelque chose qu'il y a entre les additions. Et du coup, en disant que les termes sont des facteurs, mais les facteurs ne sont pas des termes, on peut garantir qu'en fait, les fois vont toujours être regroupés avant les plus. Et donc, du coup, cette grammaire, typiquement, une expression, c'est un terme plus une autre expression. Donc, un terme, à l'intérieur d'un terme, il n'y a pas de plus. Donc, un terme, c'est un objet à part entière qui ne contient pas d'autres plus. Et ensuite, plus une expression. Et ça peut aussi être, une expression peut aussi être juste un terme. Et de la même façon, un terme, du coup, ça contient des fois. Alors qu'un facteur, ça ne contient pas de fois. Un facteur, c'est quand vous avez un produit, chaque élément est un facteur à part entière. Mais un facteur, ça ne couvre pas plusieurs choses. Et du coup, on va dire qu'un terme, c'est un facteur fois un terme. Du coup, un terme, un autre truc un autre produit qui peut contenir des trucs. Du coup, voilà, c'est vraiment une expression, c'est une somme de termes. Et un terme, c'est un produit de facteurs. Et du coup, un facteur, c'est vraiment un bloc élémentaire. Du coup, c'est soit des parenthèses autour de autre chose, ça c'est un facteur valide, soit c'est juste un entier, une constante de base. Donc du coup, voilà, typiquement, là, le truc entre parenthèses, c'est un facteur, 3, c'est un facteur, et tout ça, c'est un terme. Donc du coup, en donnant une grammaire plus précise que tout à l'heure, comme ça, on peut s'assurer qu'en fait, on va bien toujours avoir fois avant plus. Du coup, voilà, en bref, l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique, c'est comme l'analyse lexicale, on a un format, un algorithme. Le format, c'est une grammaire, et l'algorithme, on le verra à la partie d'après. Une grammaire, en fait, c'est un truc qui manipule des symboles, donc c'est des groupements de tokens, de mots. Et la grammaire donne de quel symbole ou de quel token chaque symbole peut être composé, en fait. Elle donne ça par des règles. Oups. Et donc le but de l'algorithme, c'est de prendre cette grammaire et de prendre un texte et d'essayer de donner la syntaxe de ce texte sous la forme d'AST ou de dire ce texte n'est pas syntaxiquement correct, tu ne peux pas donner d'AST. L'arbre de syntaxe abstraite, du coup, c'est cet arbre qui représente la structure du texte. Et pour être correct, il doit respecter la grammaire. À chaque embranchement, ça correspond à une règle de la grammaire. Et ensuite, certaines grammaires peuvent être ambiguës, auquel cas un texte peut être interprété de plusieurs façons. Et si vous vous rappelez bien de mon speech à l'introduction, ça c'est exactement ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que quand je donne des commandes à un avion de ligne, ça c'est ce que je ne veux pas, mais à tout prix. Et du coup, en fait, en pratique, on se rend compte que les langues naturelles, il y a presque toujours des ambiguïtés. Vous pouvez inventer toutes les règles que vous voulez, vous arriverez toujours à trouver des ambiguïtés. Alors que les langages de programmation ne le sont presque jamais. Et on essaye toujours de tendre à jamais, mais ce n'est pas toujours atteint. On va arriver à l'analyse descendante. Donc l'analyse descendante, c'est le type d'analyse syntaxique qui vient le plus naturellement. Et du coup, en fait, on arrive sur ça, cette expression. Et en fait, la question, comment on fait ? En fait, on veut que notre texte en entier, ça soit une expression. Et du coup, on va chercher c'est quoi les composants d'une expression. Et une expression, c'est une somme de termes. Du coup, on cherche la somme. Là, on a un plus. Du coup, on sait que 3, c'est un terme et ça, c'est un terme. Ensuite, ce terme-là, il est composé d'un produit de facteurs. Du coup, on repère un faux au milieu. C'est que 3, c'est un facteur, ça, c'est un facteur, etc. Et on continue en descendant. Alors, pourquoi on est obligé de faire ça et on ne peut pas faire comme avant ? C'est vrai, la question importante, c'est pourquoi on ne peut pas refaire comme avant avec des automates et tout ça ? Ce serait bien de juste réutiliser l'algorithme d'avant. En fait, la raison principale pour laquelle on ne peut pas refaire comme avant, c'est la récursivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parfait. Si une expression, ça peut être composé d'un terme qui est composé d'un facteur, qui est composé, et un facteur, ça peut être des parenthèses autour d'une expression. Du coup, en fait, une expression peut être composée d'expressions. Et ça, le formalisme des expressions régulières, c'est pas du tout possible, en fait. Et donc, du coup, en fait, typiquement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le comptage des parenthèses, en fait. Être capable de bien reconnaître ce genre de truc, ça équivaut à compter les parenthèses, et on a vu tout à l'heure qu'en fait, c'était pas faisable avec les expressions régulières. Et donc, du coup, en fait, les langages, c'est-à-dire les structures qui sont reconnaissables avec des grammaires et des arbres de syntaxe, ça s'appelle les langages algébriques. C'est donc, du coup, il y a plus de langages possibles, et notamment tous les langages qui nous intéressent.
Et ça, c'est l'ensemble des langages reconnaissables par une grammaire. Donc du coup, maintenant, on va chercher un algorithme, sachant qu'on va se poser une contrainte en temps linéaire. Donc vous n'êtes pas informaticien, vous allez me dire, Kesako, temps linéaire, ça veut dire quoi? Et en fait, en temps linéaire, ça veut dire que le temps qu'on va mettre est linéaire en la taille du texte. C'est-à-dire qu'en fait, on va lire chaque token, en tout, on veut faire la longueur du texte, nombre de lectures, ce qui correspond à dire que chaque token doit être lu un nombre constant de fois, 2 ou 3 fois. Idéalement, ce qu'on aimerait bien faire, c'est viser, c'est-à-dire lire chaque token une seule fois. C'est-à-dire on avance, on lit les tokens dans l'ordre, on retient dans notre petite mémoire, mais pas trop grosse mémoire, où on en est, et de manière à avancer. Du coup, pourquoi on veut ça? C'est parce qu'en fait, dans la pratique, il y a des fichiers qui font plusieurs milliers de lignes, voire dizaines de milliers. Windows, ça fait 100 millions de lignes de code, pour donner une idée. Vous pouvez imaginer le nombre de lettres ou de tokens que ça fait, mais c'est assez colossal. Et donc du coup, si vous avez quelque chose de plus lent que ça, compiler Windows, ça va prendre plusieurs années. Et sachant qu'ils en vendent un tous les 3 ans, ça leur plaît pas. Et c'est aussi vrai en français. Là, je me suis amusé à trouver une phrase de Proust. Cette phrase, elle fait, je sais pas, 2000 mots et 4 pages. Toujours est-il que voilà, elle est parfaitement syntaxiquement correcte, elle fait parfaitement sens, elle est fluide, enfin voilà, on aime la littérature française. Et donc, du coup, l'idée principale, c'est qu'en fait, on ne revient jamais en arrière, on lit juste les tokens, un par un, dans l'ordre. Et donc, du coup, on va se baser, on va rester contraint par ça pour pouvoir faire des algorithmes utilisables. Donc, du coup, une remarque intéressante qu'on a fait, c'est que comme la grammaire, il y a cette histoire de récursivité, on ne peut pas utiliser des automates. Du coup, si vous vous rappelez bien, les automates, ça avait été introduit pour régler le problème que par exemple, quand une disjonction, tester l'un, puis si ça échoue, on revient en arrière et on teste l'autre, c'était lent. Et en fait, du coup, si on n'a pas d'automate, la disjonction et aussi l'étoile pour la même raison, redeviennent lents. Et du coup, on veut s'en débarrasser. Et donc du coup, en fait, pour s'en débarrasser, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas autoriser les règles à faire comme ce que j'avais fait, une phrase, c'est un groupe nominal, un adjectif étoile, etc. C'est-à-dire qu'on n'autorise que les règles de la forme, je ne sais pas, COD, c'est un déterminant, je ne sais pas, un seul adjectif, un nom, et je ne sais pas, un autre adjectif, et c'est tout. Et donc du coup, en fait, on n'autorise pas de symbole comme ça c'est interdit, on n'autorise pas d'étoile, ça c'est interdit. Et donc du coup, une règle, c'est juste ça. Un symbole, un gros symbole donne une suite de symboles dans l'ordre. Et on n'a droit à aucune fioriture. Alors du coup, on se dit on perd beaucoup de choses qu'on peut exprimer, mais en fait, pas vraiment. Parce qu'on a droit de mettre plusieurs règles. Typiquement, j'ai le droit de dire que COD, c'est des... Ah, pardon. Que COD, c'est adjectif, adjectif, non adjectif. Et du coup, là, on a une règle qui reconnaît 2 adjectifs. Et du coup, en fait, la grammaire autorise COD à être décomposé en ça ou en ça. Et donc, du coup, de cette façon, on récupère le ou. Et pour récupérer l'étoile, en fait, on peut utiliser ce que nous fournit le système de grammaire, c'est-à-dire la récursivité, c'est-à-dire beaucoup plus puissant, c'est-à-dire qu'un symbole peut s'appuyer lui-même. Typiquement, si je veux reconnaître une liste de A, je crée un symbole S qui donne un A, puis re-S. Et du coup, S, c'est une liste de A. Et du coup, si ce symbole s'explose en représentant 4A, ça veut dire que ce S s'explose en représentant 3A. Et du coup, ce S, quand on met là, il s'explose, ça fait un A et un S qui a 2 A. Puis il s'explose, ça donne un A et un S qui a un seul A. Puis il s'explose et ça donne un A et un S qui a 0 A. Et comment on fait un S qui a 0 A? On met aussi une règle S donne rien du tout. Et donc du coup, si on fait ces deux-là, S, ça représente A étoile en fait. Et donc du coup, en fait, on peut refaire en organisant nos règles la disjonction et l'étoile. Du coup, en fait, on n'a rien perdu. Mais ce qu'on a gagné, c'est que la forme des règles est beaucoup plus simple. C'est vraiment juste une liste de symboles. Et ça va nous aider beaucoup par la suite. Du coup, on prend notre parseur. Du coup, on va faire un parseur qui s'appelle LL1. Du coup, L pour left, ça veut dire qu'on vient de la gauche, en fait, et on avance. Et 1, ça veut dire qu'en fait, quand on prend une décision, on a le droit de regarder qu'un seul caractère devant le point où on est. C'est-à-dire qu'on est à un endroit dans le texte, genre là, et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un plus après. Et on doit prendre toutes nos décisions uniquement à partir de notre connaissance que là, il y a un plus après. Du coup, typiquement, on arrive, on essaye de reconnaître une expression. Du coup, premier point, le lexeur, il transforme 2, 11 et tout ça en le symbole entier. Ensuite, on essaye de reconnaître une expression. Du coup, typiquement, dans cette grammaire jouée, c'est-à-dire qui est très facile, c'est-à-dire qu'on met des parenthèses autour de toutes les additions,
on sait que là, on regarde, ça commence par une parenthèse, du coup on prend la règle expression, donne parenthèse, expression, plus expression, parenthèse. Ensuite, on reconnaît une parenthèse, et ensuite on doit à nouveau reconnaître une expression parce qu'on est ici. Et là, si on applique cette règle, il faut se rappeler qu'après la première expression, il fallait reconnaître un plus, une autre expression, une parenthèse. Et donc du coup, il faut se rappeler de tous les trucs qu'on devait reconnaître après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si on avait une pile de tâches à effectuer. Et du coup, quand on prend la tâche, il faut reconnaître une expression. Et en fait, on applique cette règle-là. Et ça correspond à poser sur la pise, il faudra reconnaître une parenthèse fermante, mais avant, il faudra reconnaître une expression, mais avant, il faudra reconnaître un plus, mais avant, il faudra reconnaître une autre expression, mais avant, il faudra reconnaître une parenthèse ouvrante. Et donc, du coup, on remet ça sur notre table de tâches à effectuer, et ensuite, on prend la première tâche, reconnaître une parenthèse ouvrante. Ah, ça, on sait faire, il faut juste regarder et lire une parenthèse ouvrante. Et donc, du coup, en fait, la solution, c'est d'utiliser vraiment une pile. Donc, on va juste empiler les tâches à effectuer. Et donc, du coup, ce que ça donne sur cette grammaire, c'est qu'on essaye de reconnaître une expression. Du coup, cette expression, on la remplace en ça, et en fait, ça représente notre pile de tâches à effectuer. Donc ça, c'est les tâches dans le futur à effectuer. Du coup, là, on veut reconnaître une parenthèse, on avance. Ensuite, on veut reconnaître une expression, et là, il y a une parenthèse qui suit, donc on réutilise la règle parenthèse, expression, plus ça. Et donc, du coup, ce bout-là, il reste à reconnaître après avoir reconnu tout ça. Et ensuite, on lit la parenthèse. Ensuite, cette expression, on lit le premier caractère, c'est un entier. Du coup, on choisit cette règle-là, et donc, du coup, on transforme l'expression en entier. Ensuite, là, on a un plus, du coup, on est content, on lit le plus. Ensuite, de la même manière, cette expression, nous, on lit un entier, du coup, on transforme cette expression en entier. Ensuite, une parenthèse fermante, un plus, et pareil, cette expression, on la transforme en entier. Et comme ça, on arrive au bout. Très bien, ça marche relativement bien, et du coup, on a bien reconnu que ce texte était valide. Maintenant, on prend une grammaire un peu plus subtile, celle où c'est pas facile. Il y a des plus, il y a des fois, il y a des parenthèses. Et là, on arrive. Donc du coup, le lexer, il va transformer tous les entiers en le token entier. Et ensuite, on arrive et on essaie de reconnaître une expression. Et là, on prend laquelle des deux? Comment on sait laquelle des deux on prend? La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a une parenthèse ouvrante. Il peut y avoir une parenthèse ouvrante au début de terme. Il peut y avoir une parenthèse ouvrante au début de terme, plus expression, parce que ça commence aussi par terme. Du coup, on ne sait pas là, on ne sait pas quoi faire. On est coincé. Et en fait, cette grammaire n'a pas marché avec un parseur LL1. Du coup, en fait, la technique, c'est que de se rendre compte qu'en fait, ces deux règles, elles commencent par terme. Du coup, ça serait bien si, au lieu de prendre la décision à ce point-là, d'abord on lit un terme, et après on prend la décision, en fonction de ce qu'il y a après le terme. Est-ce qu'il y a un plus, auquel cas c'est plus autre chose, ou est-ce qu'il n'y a pas de plus, auquel cas c'était cette règle-là. Du coup, ça va donner Alors, le problème, c'est qu'on décide vraiment avant d'arriver à ce plus. Et du coup, on va donner une autre grammaire où on lit le terme, et puis après on décide. Donc du coup, cette grammaire, elle est un peu affreuse, mais l'idée, c'est que prime, c'est vraiment expression prime, c'est une fin d'expression, en fait. Donc du coup, une expression, ça commence par un terme, puis il y a une fin d'expression. Et la fin d'expression, c'est soit plus autre chose, soit rien. Et pareil pour les facteurs. Un terme, ça commence par un premier facteur, il y a au moins un facteur, plus une fin de terme. Et ce fin de terme, ça peut être fois d'autres trucs, optionnellement, ou pas. Et par contre, le facteur, c'est inchangé, parce que là, comme on a une parenthèse ouvrante, ou un entier, là on sait faire la différence entre un truc qui commence par une parenthèse ouvrante ou un truc qui commence par un entier. Du coup, tout le monde voit pourquoi cette grammaire reconnaît la même chose qu'avant. Voilà, du coup, maintenant on va essayer de s'en servir. Et en fait, on se rend compte que cette grammaire, elle marche parfaitement bien. Du coup, on veut reconnaître une expression. Ça, c'est terme plus expression. On veut reconnaître un terme. Ça, c'est facteur plus terme prime. Donc, je rappelle, expression, c'est une fin d'expression et terme, c'est une fin de terme. On va souvent se traîner des trucs primes. Et ensuite, ce facteur, là, comme ça commence par une parenthèse, on sait que c'est parenthèse, expression, parenthèse. Du coup, on lit la parenthèse. Et ensuite, cette expression, c'est un terme plus expression prime. Là, on n'a pas pris une décision, est-ce que c'était entier ou entier plus entier. On a juste appliqué la seule règle. D'abord, on essaye de lire un terme, et après, on réfléchit. Du coup, on lit ce terme. Ce terme, c'est un facteur fois une fin de terme. Et ce facteur, là, en fait, on voit un entier. Du coup, ce facteur, c'est un entier. Et on le lit. Ensuite, là, on a terme prime. Terme prime, c'est soit fois quelque chose, soit rien. Sauf que là, on a un plus. Du coup, en fait, il n'y a pas d'autre truc dans ce terme-là. Du coup, en fait, il n'y a pas de fin de terme. Le terme, il est déjà fini, vu qu'on arrive sur un plus. Quand on arrive sur un plus, le terme en cours, il est fini. Du coup, on enlève le terme prime. Et ensuite, par contre, l'expression en cours, elle n'est pas finie, parce que pour qu'on termine l'expression en cours, c'est qu'il y a une parenthèse fermante ou la fin. Du coup, là, il y a un plus, du coup, l'expression, elle continue. Du coup, expression prime, on va le remplacer en plus expression. Ensuite, on lit le plus. Et là, cette expression, on re-explose tout. Et ensuite, ce facteur, il voit un entier. Du coup, il fait un entier. Et ensuite, là, on voit une parenthèse fermante. Du coup, on sait qu'il n'y a pas de fin de terme et qu'il n'y a pas de fin d'expression. Ensuite, on lit la parenthèse fermante.
Et là, on voit un fois. Du coup, le terme prime, là, il sert, parce que là, il y a une suite à ce terme, pardon. C'est-à-dire que là, il y a eu un premier facteur, et là, il y a un deuxième facteur. Donc du coup, ce terme prime, là, on l'explose en fois terme, en suivant la première règle ici. Du coup, on lit le fois, et ensuite, on lit le terme, et ensuite, on explose, et on refait ça. Là, il y a un plus, du coup, il n'y a pas de terme, et il reste une expression, on lit le plus, et l'expression, on re-explose tout, et là, il y a un entier, et comme on est à la fin, il n'y a plus rien. Et c'est bon, on a fini. Du coup, comment on fait pour prendre ces décisions? Parce que maintenant, à chaque fois, on est à un point, on regarde le caractère, on prend une décision. Mais en fait, nous, on veut aller vite. Du coup, on ne veut pas relire toute la grammaire pour chercher quelle décision on doit prendre. Du coup, il faut que l'idée, c'est de prendre les décisions à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est à un point donné, avec notre barre rouge, on a ce qu'il y a sur la première ligne, c'est-à-dire le symbole qui vient, le token qui vient, et ce qu'il y a sur la ligne du bas, c'est-à-dire le symbole qu'on veut reconnaître. Et donc du coup, on n'a que ces deux informations pour lesquelles prendre une décision. Du coup, on peut juste faire une table qui dit si sur la deuxième ligne il y a ça et sur la première ligne il y a ça, alors j'applique telle règle. Du coup, là j'ai les numéros, en fait, ça c'est pour la première règle d'expression, ça c'est la première règle d'expression prime, la deuxième règle. Du coup, généralement les deux ça veut dire vers vide et les 1 ça veut dire vers le truc naturel. Et donc du coup, en fait, une grammaire LL1 est une grammaire reconnaissable par un tel parseur, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette table, il ne doit pas y avoir deux numéros dans la même case. C'est-à-dire que si la grammaire, il y a un moment où on peut prendre potentiellement deux décisions, ça veut dire qu'il y aurait deux numéros dans la même case. Et du coup, ça c'est un problème, parce que du coup, là, le parseur, il ne saura pas quoi décider. Du coup, une grammaire LL1, c'est une grammaire où il n'y a pas de deux numéros dans la même case. Comment on fait pour remplir cette table? Bah, typiquement, la première règle exprime donne plus expression. Du coup, là, on sait que cette règle-là, ça commence par plus. Du coup, si on est en train d'essayer de reconnaître un exprime et qu'on voit un plus, bah, on met cette première règle, on met le numéro 1 de la règle. De manière générale, pour chaque règle, si on a une règle d'un symbole donne cette suite de symboles, on calcule les premières règles de la règle R, c'est-à-dire toutes les lettres par lesquelles peut commencer ce machin-là. Et dans toutes les cases, ce symbole est une lettre où la lettre est une lettre qui peut apparaître au début de la règle, on dit qu'en fait, il faut prendre cette règle. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il y a des conflits de début, en fait. Donc du coup, on se dit, comment on fait pour calculer ce prem? En fait, on pourrait se dire basiquement que les lettres par lesquelles peut commencer R, c'est les lettres par lesquelles peut commencer S1. Sauf que ça, c'est pas vrai, en fait. Parce que si S1 est vide, il y a aussi les lettres par lesquelles peuvent commencer S2. Autre problème, si S donne vide, du coup, les lettres par lesquelles peuvent commencer R, il faut aussi savoir les lettres qui peuvent suivre S. Du coup, on a encore un autre problème. Et ensuite, si on a une récursivité, comment on fait pour calculer les suivantes S? Si on a S donne S', si on réfléchit bêtement, on se dit les lettres qui suivent S, c'est S. Ça, c'est pas très informatif. Du coup, là, il y a un magnifique théorème qui s'appelle le théorème du point fixe qui vient à la rescousse, qui dit qu'en fait, si on fait un calcul qui fait que ajouter des éléments et jamais en enlever, comme il y a un nombre fini d'éléments à ajouter, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à ajouter. C'est un grand théorème pour dire quelque chose de pas si compliqué que ça, en fait. Et du coup, en fait, si on répète les opérations mentionnées, on finit par arriver au bon résultat. Et donc, du coup, sur cette grammaire, en fait, on arrive à calculer ça. C'est-à-dire que typiquement, un facteur peut être suivi de plus, de fois ou de parenthèses fermentes. Par contre, une fin d'expression peut être suivie que de parenthèses fermentes. Etc. Du coup, on arrive à remplir la table. Donc, je ne fais pas les détails, c'est pas très passionnant. Donc, du coup, on a vu comment reconnaître certains types de grammaire, dites LL1, et le calcul est linéaire, donc vraiment aussi rapide que possible. Et du coup, pour cela, on utilise une pile pour stocker les symboles qui restent à reconnaître. Et du coup, on peut construire explicitement la table des décisions, comme ça. Et en fait, la subtilité, c'est qu'on doit généralement avoir une grammaire moche. Là, vous avez vu, on a transformé la grammaire, parce que l'LL1, c'est pas très puissant. Et en fait, le problème, c'est que si la grammaire est moche, l'AST qu'on va générer, après, il va être moche, parce que du coup, l'AST, il va suivre les règles de la grammaire, et du coup, les additions, ça ne sera pas juste un nœud addition avec le plus et les deux symboles. Ça va être, d'abord, il y aura le premier truc, et le truc fin de machin, où il y aura un plus et un autre truc, et ça, c'est pas très agréable à utiliser derrière. Et du coup, pourquoi on a ce problème? C'est parce qu'en fait, on est en train de décider quelle règle on choisit, juste en se basant sur le premier symbole, avant d'avoir tout lu. Et donc, du coup, en fait, on va passer à l'analyse ascendante. Et en fait, l'analyse ascendante, on va se poser la question, et si on décidait après, en fait? Après avoir lu tous les symboles, on décide quelle règle c'est. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est faisable. C'est-à-dire qu'en fait, ici, là où l'analyse descendante va se demander est-ce qu'on choisit ça ou ça, l'analyse ascendante, la décision, elle va la prendre ici. Et elle va juste avoir tout lu ça sans se poser trop de questions, et ici, elle va prendre la décision. Mais elle va quand même arriver à faire ça en lisant les caractères un par un et en revenant jamais en arrière. Et donc, du coup, comment on fait ça? En fait, on va utiliser une pile également,
Mais en fait, au lieu d'utiliser une pile où il y a les règles qu'on cherche encore à reconnaître, la pile, elle va être dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va pousser vers l'arrière tous les symboles qu'on a déjà lus. C'est-à-dire qu'on empile les symboles qu'on a déjà lus. Et à un moment où on doit prendre une décision, ben on dépile un certain nombre de symboles, on les fusionne en un symbole et on remet ça sur la pile. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ici, là où le descendant fait ça, donc là, je suppose, en fait, je prends la vraie grammaire, celle des termes, et pas la modifier pour le LL1. Et on va supposer que le LL1, auto-magiquement, sait quelles règles il faut appliquer, ce qui n'est pas du tout vrai en pratique, juste pour comparer comment les deux marchent. Du coup, le LL1, en fait, à ce stade-là, il doit reconnaître ce plus-là pour savoir qu'en fait, tout ça, c'est un terme plus une expression. Du coup, il doit prendre la décision ici de ce qui se passe ici. Ensuite, ce terme-là, en fait, c'est un facteur fois un facteur. Du coup, il doit le décomposer en un facteur fois un terme. Et ensuite, ce facteur, c'est un truc de parenthèse. Du coup, là, bon, techniquement, il pourrait prendre la décision avec la parenthèse. À ce stade-là, le parseur ascendant, il n'a rien fait. Le parseur ascendant, il fait rien tant qu'il n'a pas lu. Ensuite, là, le descendant, il n'a plus rien à faire. Il est d'accord pour lire. L'ascendant est d'accord pour lire. Du coup, l'ascendant, lui, juste, il lit une parenthèse ouvrante. Il la met sur sa pile. Et il fait rien d'autre. À ce stade-là, il n'a toujours pris aucune décision. Le descendant, il expose son expression, il lit son entier, et l'ascendant lit l'entier aussi, mais il prend toujours aucune décision. Ensuite, il lit l'ascendant, en fait, ici, par contre, il voit un entier, et il voit que c'est un entier suivi d'un plus. Parce qu'un entier, c'est jamais directement suivi d'un plus. Donc c'est à ce moment-là que l'ascendant, une fois que l'entier est sur sa pile, va se dire, en fait, j'ai besoin d'un truc plus gros ici. Du coup, il va fusionner l'entier en un facteur. Sauf que bon, c'est pas vraiment une fusion avec un seul élément, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'il va monter l'entier en facteur. Et ensuite, le facteur, en fait, c'est un terme, parce qu'après, il y a un plus. Du coup, il fait ça en lisant ce plus-là. Donc du coup, il a un terme. Et ensuite, là, il peut lire le plus. Et ensuite, il y a à nouveau un entier. Donc il lit un entier. Et là, il voit une parenthèse fermante. Donc il sait que c'est un entier, c'est pas un entier. C'est quelque chose de plus gros. Donc il essaye de le convertir en facteur. Mais un facteur, c'est pas non plus suivi d'une parenthèse fermante. Du coup, c'est encore quelque chose de plus gros. En fait, c'est un terme. Mais en fait, c'est encore quelque chose de plus gros. Un terme, ça ne peut pas non plus être suivi d'une parenthèse fermante. C'est en fait une expression. Et du coup, à ce moment-là, maintenant qu'il a terme plus expression sur sa pile, l'analyseur ascendant va les fusionner et dire ça c'est une expression. Et du coup, il va empiler sur sa pile l'expression qui représente tout ça. Ensuite, il va lire la parenthèse fermante. Et là, il voit qu'il a parenthèse, expression, parenthèse sur sa pile. Du coup, il fusionne tout ça, ça c'est un facteur. Ensuite, il va lire le fois. Ensuite, là où l'analyse descendante, lui, il voit un entier, il a un terme, du coup, il doit descendre. Et c'est vraiment pour ces deux-là que viennent les noms. Vous voyez bien que l'analyse descendante, il veut lire un terme, il descend à facteur et il descend à entier. Alors que l'analyse ascendante, après avoir lu un entier, il le monte à facteur, puis il le monte à terme. C'est vraiment de là qu'ils viennent les mots descendante et ascendante. L'analyse ascendante, lui, à ce stade, elle est juste un entier. Sauf qu'un entier, c'est pas suivi d'un plus. En fait, c'est un facteur. Un facteur, c'est pas suivi d'un plus. En fait, c'est un terme. Et quand on a facteur fois terme, en fait, c'est un terme. Et du coup, ensuite, on a un plus. Du coup, on accepte de lire un plus après un terme. Et ensuite, là où l'analyse descendante descend entier en expression, l'analyse ascendante lit d'abord entier, et après, elle remonte entier en facteur, terme, expression, et ensuite, l'analyse ascendante reconnaît terme plus expression, et en fait, ça, c'est une expression. Et du coup, l'analyse ascendante termine en ayant sur sa pile le symbole qui correspond à tout. Du coup, les deux actions possibles, c'est soit on lit un caractère et on le met sur la pile, soit on prend un groupe de symboles sur la pile et on le contracte à un seul truc. Ça s'appelle lecture et réduction. Et en fait, comment on sait lequel des deux on doit faire? En fait, on va réutiliser un automate. Du coup, là, notre automate, il va pareil avoir des états et des flèches, sauf que les flèches, elles peuvent être indexées par terme ou par facteur ou par entier. Elles peuvent être indexées par n'importe quel symbole. Du coup, si on va d'un état et qu'on va dans l'état suivant en faisant une lecture, on lit T, bah, du coup, on va aller dans l'état 2 et lire, empiler le T sur la pile. Par contre, si on fait une réduction, c'est plus compliqué. Supposons que sur la pile, on ait lu TU en venant de 1. C'est-à-dire qu'on a fait 1, on a lu T, on est allé en 2, on a lu U, on est allé en 3 et on a empilé TU. Mais qu'en fait, quand on va contracter S donne TU, en fait, on va revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on va enlever le U, du coup, on va revenir en arrière à 2. On va enlever le T, du coup, on va revenir en arrière à 1. Et là, on va mettre le S, du coup, on va en 4. Du coup, la réduction va faire tac, tac et direct en 4. Et du coup, sur la pile, on va de 1 en 4 parce qu'il y a un S. Du coup, la propriété de la pile, c'est qu'en fait, si vous prenez la pile et vous suivez tous les symboles qu'il y a sur la pile, vous arrivez à l'état en cours, en suivant ça dans l'automate. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans les états? En fait, contrairement à l'analyse ascendante où il y a juste le symbole à reconnaître dans le futur, l'analyse descendante, elle retient vraiment là où on est, elle peut être à n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut être en plein milieu d'une règle. Et donc, du coup, cet état veut dire, en fait, on était en train de reconnaître la règle S donne TU, et en fait, on a déjà lu T, et on veut lire U dans le futur. Il nous manque encore un U.
Et donc du coup, en fait, les détails du style si on doit choisir entre S donne TU et S donne UV, en fait, on ne le résout pas. C'est-à-dire que si jamais on doit prendre cette décision, en fait, on ne la prend pas. C'est-à-dire qu'on va mettre ces deux choses dans le même état. Et du coup, la décision sera prise plus tard. En fait, on procrastine toutes les décisions. Et de la même façon, ici, si on doit reconnaître S donne TU, avec T un non terminal, mais en fait, pour pouvoir reconnaître le T, il nous faut les règles de T. Du coup, en fait, on va ajouter à l'état toutes les règles T donne quelque chose, où on dit on n'a encore rien vu. Et de cette façon, on peut arriver à faire quelque chose, et je me rends compte que... Voilà, et donc du coup, on n'a toujours pas répondu à la question quelle règle on fait. Du coup, on va voir ça directement sur un exemple. Du coup, on va prendre cet exemple d'une grammaire jouée, où du coup, on a juste plus, des parenthèses et un entier. Et on va essayer de construire l'automate. Du coup, on commence, on veut lire une expression. Oui, juste remarque, maintenant, E, c'est expression, et du coup, comme E était pris, j'ai pris I pour entier. Le but étant d'avoir des notations plus compactes pour que l'automate rentre sur une seule slide. Du coup, on veut lire une expression. Du coup, quand on a un point devant un symbole, on prend toutes ces règles et on les met dans l'état. Du coup, on prend toutes les règles de E donne I, E donne E plus E, et de E donne parenthèse E. Et du coup, là, on sait tout ce qu'il est possible de lire. On peut lire un I, on peut lire un E, on peut lire une parenthèse ouvrante. Si on lit un I, on arrive dans l'état E, on a déjà lu l'I et on a un point. Et en fait, cet état, c'est un état où on a une règle et on n'a plus rien à lire. Du coup, c'est un état où on doit effectuer une contraction. Et donc du coup, ça c'est un état de réduction. Du coup, les états de réduction, je les note alors avec des bords ronds en fait. Ça veut dire que quand on arrive dans cet état, on réduit la règle qu'il y a dans l'état. Donc du coup, si on arrive dans cet état et qu'il y a un I sur la pile, eh ben, on va contracter le I en un E. Ensuite, si on lit une parenthèse ouvrante, on est dans cet état. Et là, du coup, comme on a un point devant un E, eh ben, on doit re-exploser toutes les règles. Et du coup, on peut relire un I de cet état. Ensuite, de cet état, on peut lire un E. Et du coup, si on lit un E, on arrive dans cet état. De cet état, on peut lire une parenthèse fermante. Et ici, c'est un état de réduction parce qu'on a E donne parenthèse point, et là, le point, il est à la fin. Du coup, à ce moment-là, on ne peut plus rien lire. Du coup, on doit réduire et on doit compacter parenthèse. Et ensuite, on peut lire un plus ici. Et donc, du coup, si on a E point plus E, on lit le plus. Et donc, du coup, on est en E donne E plus point E. Et donc, du coup, comme on a un point devant un E, ben, on doit réajouter toutes les règles de E. Et du coup, ça veut dire qu'on peut relire un I, et on peut relire un E, on peut relire une parenthèse. Du coup, ici, on avait oublié de lire le E. Ah oui, non, j'ai oublié, oui, il y a cette flèche-là. Du coup, oui, ici, on peut lire une parenthèse. Du coup, en fait, on revient, si on lit de E donne point parenthèse, E parenthèse, une parenthèse, on arrive dans cet état, et du coup, en fait, on réutilise des états déjà existants. On n'en crée pas des nouveaux à chaque fois. Et du coup, ici, cette parenthèse, on revient ici. Et ensuite, ici, on peut lire un E de l'état initial. Du coup, si on lit un E, on arrive dans l'état E point. Ça correspond à l'état final, et du coup, cet état est acceptant, et il a une double bordure, et si on arrive dans cet état, qu'on finit dans cet état, on a gagné. Sauf que cet état, on pourrait aussi lire juste le premier E. Du coup, arriver à E donne E point plus E. Du coup, là, on a une flèche plus de l'état acceptant vers cet état. Et ensuite, dernière subtilité, si on lit un E ici, on a à la fois cette règle qui se termine, du coup on a E donne E plus E point, et cette règle qui commence, c'est-à-dire qu'on a un point devant un E plus E, et donc du coup on a E donne E, et on est là, et il reste un plus E à lire. Et du coup là on a un problème, c'est-à-dire que là, comme cette règle qui se terminait, j'ai marqué ça comme un état de réduction, mais cette règle-là, elle a envie de relire un plus, elle a envie de faire ça. Et du coup le problème c'est que cet état, c'est à la fois un état de lecture et de réduction, et ça c'est un problème. Parce que du coup on était en train de faire une analyse LR0, donc R c'est le ascendant et L c'est toujours qu'on vient de la gauche. Et 0, en fait, l'idée c'est de faire une analyse simple. On ne peut pas lire de caractère à l'avance. C'est-à-dire que l'état détermine est-ce qu'on lit ou est-ce qu'on réduit. Ça permet de vachement simplifier le problème. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a soit des états où on lit, soit des états où on réduit. Et du coup, bah, là, on a un problème parce qu'on doit lire et réduire. Et on ne sait pas quand. Et en fait, le problème, c'est que si vous vous rappelez bien, voilà, ce dernier état doit être un état de lecture et de réduction. Et si vous vous rappelez bien, en fait, cette grammaire, elle est ambiguë. C'est-à-dire que ça, c'est valide et ça, c'est valide. Alors, pour plus, ces deux syntaxes donnent le même sens, mais si ici j'avais mis un moins, par exemple, ça ne donne pas du tout le même sens. Du coup, on doit vraiment résoudre ce problème. Et donc, du coup, il y a deux façons de résoudre ce problème. Soit on dit arbitrairement, bah, dans ce genre de situation, tu préfères ça. Soit on refait une nouvelle grammaire. Du coup, là, on va voir la façon, bah, en fait, on préfère ça. Du coup, on va dire que plus, en fait, on va toujours préférer faire une association à gauche. Et du coup, en fait, pour faire cette association à gauche, ce qu'on va faire, c'est que si on prend que plus est associative à gauche, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a A plus B plus C, on veut toujours mettre les parenthèses implicites autour du premier plus. C'est un choix comme un autre. Et du coup, ça va donner qu'en fait, ici,
on va supprimer la possibilité de lecture et on va autoriser que la réduction. C'est-à-dire que si on a déjà E plus E sur la pile, au lieu d'autoriser à rajouter un plus E derrière, d'abord on le compacte. Parce qu'on veut toujours avoir groupé par le côté le plus à gauche. Et du coup, bah là c'est bon, on est prêt à exécuter l'automate. Du coup... Ah pardon, désolé. Du coup, on est prêt à exécuter l'automate. Du coup, on commence dans l'état 1 à cet endroit-là. Du coup, on lit un i. Du coup, on arrive dans l'état 4. L'état 4 est un état de réduction. Du coup, on réduit le i en 1. Du coup, quand on réduit le i en 1, on enlève le i et on repart de l'état 1 en mettant un e. Et donc, du coup, quand on part de 1 en suivant un état e, on arrive en 6. On est dans l'état 6. Maintenant, on lit un plus. Du coup, quand on lit un plus, on passe dans l'état 7. L'état 7, si on lit une parenthèse ouvrante, on passe dans l'état 2. De l'état 2, si on lit un entier, on retourne dans l'état 4. Sauf que l'état 4 est un état de réduction. Du coup, on va refaire une réduction. I va se réduire en E. Donc du coup, on remonte de 4 en 2 en enlevant le I, et on réécrit le E depuis 2. Du coup, on va en 5. Ensuite, quand on est en 5, on lit un plus. Et vous voyez que pour l'instant, on n'a toujours pris quasiment aucune décision. Enfin, on a juste compacté des I en E. Mais on a juste lu tel quel. Et ensuite, là, on est en 7. Et donc, du coup, on lit un I. Du coup, on va en 4. Et là, on est dans un état de réduction. Du coup, on va recompacter ce I en E et repartir de 7. Donc ici, il y a un 7. Du coup, on repart de E7 pour aller en E. Et du coup, là, on arrive en 8. Et du coup, là, on a décidé que cet état, il était de réduction parce qu'on veut grouper à gauche. Du coup, là, on doit réduire. E donne E plus E. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on va enlever ce E, ce plus, ce E et tout fusionner. Et du coup, on repart de l'état 2. Du coup, de l'état 2, on repart et on va suivre E. Du coup, en fait, on va suivre ce E-là de l'état 2 et on va arriver dans l'état 5. De l'état 5, on lit une parenthèse fermante. Du coup, on arrive dans l'état 3. Et dans l'état 3, ça veut dire si on est dans l'état 3, c'est qu'on vient de lire parenthèse E parenthèse. Du coup, on va fusionner tout ça en un E. Du coup, on fusionne tout ça. Et avant la première parenthèse, on était dans l'état 7. Du coup, on va relire un E depuis 7. Du coup, quand on lit E depuis 7, on arrive en 8. Et quand on est en 8, on est dans un état de réduction à nouveau. Du coup, on va réduire E plus E. Du coup, on prend notre E, notre plus et notre E, et on repart. Et du coup, on repart de l'état 1. Et donc, du coup, de l'état 1, quand on lit un E, on arrive en 6. Ensuite, on relit un plus, on arrive en 7. Ensuite, on relit un entier, on arrive en 4. On contracte cet entier, et donc, du coup, de 7 en lisant E, on arrive en 8. Et du coup, 8, c'est à nouveau, on contracte E plus E. Et du coup, on repart de 1 et on lit E. Donc, du coup, parce qu'on arrive E plus et du coup, on repart de 1. Et en repartant de 1, on lit E, et on arrive en 6. Et là, il n'y a plus rien à lire, et on est dans un état acceptant. Du coup, on a gagné. Voilà. Du coup, voilà comment marche l'analyse ascendante. Du coup, on va voir quelques variantes. Donc l'autre approche pour résoudre le problème du plus, c'était de refaire ça avec des termes et des expressions. Je n'ai pas mis de facteur parce qu'il n'y a que plus. Du coup, si ça vous amuse, vous pouvez essayer quand sur l'automate, mais là, on n'a pas de temps. On n'a pas le temps. Ensuite, si on passe à la multiplication, il y a un problème qui va surgir. C'est que si on part de cet état, donc du coup, si on est dans l'état point E, bon, déjà, ça fait beaucoup de règles, mais bon, voilà. Et donc, du coup, si on arrive là, si on lit un terme, typiquement, du coup, selon cette règle, on est dans E donne terme point. Mais si on lit cette règle, on attend un fois. Du coup, ça, c'est à nouveau un de nos états où on doit décider entre la lecture et la réduction. Sauf que là, on ne peut pas prendre une décision arbitraire. Parce que si, par exemple, je décide de continuer à lire et qu'il n'y a pas de fois, que ce que je veux lire, c'est pas un fois, je suis bloqué. Parce qu'il n'y a aucune règle ici qui accepte autre chose qu'un fois. Du coup, en fait, on va faire quelque chose qui est intelligent, mais qui n'était pas inclus dans le R0, c'est-à-dire regarder le caractère à l'avance, regarder si c'est un fois. Si c'est un fois, on lit le fois et on suit cette règle. Et si c'est pas un fois, dans ce cas-là, en fait, on le lit pas, en fait, et on suit la réduction ici. Et donc, du coup, en fait, comme savoir laquelle des deux règles doit être appliquée, ça dépend de est-ce qu'on a un plus ou un fois. Du coup, on va juste regarder le caractère qui vient. Et on va juste regarder le caractère qui vient et prendre la décision de est-ce qu'on lit ou est-ce qu'on réduit en fonction du caractère qui va venir juste après. Donc du coup, voilà, on s'autorise de regarder ce token à l'avance. Et donc du coup, si on choisit la lecture... Oui. Quoi? Ah pardon, mais désolé, je le fais tout le temps. Désolé, j'ai un tic. Ouais, pardon. Je vais essayer d'arrêter de toucher mon micro. Et du coup, en gros, en fait, on va tout simplement choisir la lecture s'il y a une flèche avec un symbole qui part de l'état. Et s'il n'y a pas de flèche, en gros, on regarde le symbole. S'il y a une flèche qui part de ce symbole, on le lit et on suit la flèche. Et s'il n'y a pas de flèche qui part, dans ce cas-là, on réduit. Et comme ça, on a résolu le conflit.
Mais du coup, on n'est plus en LR0 parce qu'on lit un caractère à l'avance. On est en 1 et en fait, on dit SLR1 pour Simple LR1 parce qu'il y a un vrai LR1 qui est plus compliqué. Et donc, du coup, voilà, la solution, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on était sur une addition, eh ben, du coup, comme plus, c'est pas fois, bah, on choisit de réduire. Et du coup, on compacte ce terme en une expression. Parce que du coup, on ne peut pas mettre un plus dans le terme. Par contre, si on a un fois, ben, on peut clairement mettre le fois dans le terme. Et donc, du coup, ben, on choisit la lecture et on lit le fois pour qu'on va mettre dans notre terme. Du coup, oups, je suis du mauvais côté. Ensuite, des fois, l'analyse SLR1 n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut mieux tenir compte de l'information des caractères qu'on veut venir. Du coup, c'est la vraie analyse LR1 qui en fait est un automate avec beaucoup plus d'états parce que les états ont de la forme S donne A puis B et ensuite il reste une lettre à lire C. Donc c'est vraiment, cet état veut dire j'ai lu A, je dois encore reconnaître B et ensuite je dois lire C. Et donc du coup ça fait beaucoup plus d'états, mais en fait c'est ce qui est utilisé en pratique. Du coup si jamais vous utilisez un vrai outil, vous allez avoir des états de cette forme. Et ensuite on a encore plus puissant, c'est l'algorithme d'Hurley. En fait il parse toutes les grammaires possibles. Et en plus, si la grammaire est ambiguë, il donne tous les AST possibles. Du coup, c'est vraiment génial, on se dit yay, c'est génial. Sauf que forcément, on a perdu la propriété essentielle, le temps. C'est-à-dire que cet algorithme n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si la grammaire est ambiguë, il est cubique. C'est-à-dire que si on a 1 million de lignes, ça prend 32 ans. Voilà. Et même si la grammaire n'est pas ambiguë, c'est quadratique. Donc 1 million de lignes, ça prend 30 minutes. C'est raisonnable, mais si on doit faire ça plusieurs fois dans la journée, en fait, on peut le faire qu'une dizaine de fois et ça peut être très lourd. Pour rappel, si on est dans le cas linéaire, 1 million de lignes, ça prend 10 microsecondes. Du coup, 10 microsecondes, on peut faire ça plein de fois dans une journée. Voilà, du coup, en bref, l'analyse ascendante, c'est vraiment l'idée de choisir la règle après avoir lu tout ce qu'il y a dedans, en fait. Et donc, du coup, d'essayer de retenir, à travers les états de l'automate, le plus efficacement les informations à propos de ce qu'on a déjà lu, de manière à prendre la décision le plus tard possible, au moment idéal. Et donc, du coup, en fait, ça marche en fusionnant les symboles petit à petit sur la pile. Et donc, du coup, elle est dirigée par cet automate à pile où on peut suivre des états, mais on peut aussi dépiler des états et revenir en arrière et repartir dans une autre direction avec l'état fusionné. Et du coup, bon, la plus simple, c'est l'analyse LR0 où on lit 0 nouveau token avant de prendre une décision. Et du coup, dans ce LR0, une ambiguïté, ça peut être résolu soit, en fait, c'est ce que font la plupart des gens dans la vraie vie en résolvant manuellement, c'est en disant, en fait, multiplier, il est plus prioritaire que plus, on va choisir de l'associer à gauche, multiplier, on va choisir de l'associer à gauche, etc. Du coup, on donne plein de petites règles implicites supplémentaires pour enlever tous les conflits qui peuvent apparaître dans l'automate, soit alors on peut reformuler complètement la grammaire pour essayer d'avoir quelque chose de plus propre. Ensuite, l'analyse SRR1, c'est même automate que ça, mais elle s'autorise à lire un caractère en avance pour, s'il y a un conflit, regarder, faire une réaction logique. Et ensuite, LR1 est beaucoup plus puissante, mais a beaucoup plus d'états, et c'est celle qui est utilisée en pratique. Et notamment, en fait, tout ce qui est reconnaissable par le LL1 est reconnaissable par le LR1. Et ensuite, on analyse d'Hurley, qui est en fait le Saint Graal, mais qui n'est pas linéaire, mais qui peut être utilisé sur des textes courts. Du coup, quand on a des textes courts et compliqués, on peut utiliser ça. Du coup, voilà, la chaîne totale, c'est vraiment l'exer, puis qui donne un token, puis le parseur qui donne un arbre de syntaxe, puis quelque chose qui doit donner le sens. Et ce quelque chose, ça peut être un compilateur, ça peut être un interpréteur, ça peut être un truc de traduction genre entre langages, ça peut être un assistant de preuve qui du coup va donner une preuve à partir d'une description, ça peut être un truc web qui va lire du coup du HTML et vous donner une page web, ça peut être un truc de script ou de config qui va être lu par un jeu vidéo pour faire des mods ou ce genre de choses. Et donc du coup en pratique, j'ai pas encore trouvé le nom des libres pour Java et Haskell, faudra les mettre sur le site. Mais du coup voilà, en Python PLI en fait fait les deux, fait à la fois lexer et parseur. Du coup si vous voulez faire du truc en Python c'est ça. Et si jamais vous utilisez OCaml ou ces noms-là sont là, mais en fait vous pouvez les trouver sur internet, vous tapez lexer, le nom du langage, ou parseur, le nom du langage, et vous trouvez ça assez rapidement. Et du coup, et la langue naturelle, en fait ce qui sauve c'est que les phrases en fait elles n'ont pas une longueur énorme, elles ont quand même une longueur limitée. Et donc du coup, on peut essayer de faire des trucs non linéaires qui vont essayer d'utiliser le contexte et tout ça. Mais là, ça devient compliqué et généralement, il faut du ML. ML, c'est pour machine learning. C'est tous les trucs qui apparaissent dans les journaux en mode réseau de neurones profond et tout ça. Mais du coup, ça ne peut pas vraiment se faire avec nos petits automates et des trucs basiques comme ça. Et du coup, ce qui est important que vous reteniez de cet exposé, en vrai, c'est quoi une expression régulière et c'est quoi une grammaire. Mais pas forcément exactement dans les détails comment ça marche, juste une idée de comment ça marche, que si jamais vous voulez vous servir d'un de ces outils et qui vous plante à la gueule, vous soyez un minimum capable de comprendre. Et surtout, le plus important, le Saint Graal de l'informatique, être capable de retrouver sur Wikipédia ce que vous avez oublié. Et du coup, en fait, juste connaître le vocabulaire, avoir déjà vu ça une fois, ça fait que si jamais vous êtes paumé, vous allez comprendre l'article Wikipédia. Parce qu'il y a plein d'articles Wikipédia, si vous le lisez que c'est la première fois que vous découvrez le truc, vous pipez rien à l'article. Vous pouvez aussi revoir mon exposé. Voilà.
savoir. Mais du coup, ça marche vraiment pas. Enfin, parce que tu disais que Arsley, hein, Hurley? Hurley, pardon, Ouais, ça permet de reconnaître n'importe quoi. n'importe quoi. Ouais. Tu disais que ça marche bien quand il y a peu en longueur. Alors en fait c'est quadratique. Du coup, si c'est très long, du coup, ça va mettre beaucoup de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que donc tu as dit que Hurley, ça peut être utilisé sous forme du texte court. Ouais. Et tu as dit que les textes en général en français, ils sont courts. Ouais, voilà. Du coup, Hurley pourrait être utilisé pour le français. Et du coup, en vrai, on peut totalement faire ça. Et en fait, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui fassent ça. C'est-à-dire, en fait, Hurley, que le français est ambigu en plus. Ça, il faut pas oublier ça. Du coup, l'algorithme de Hurley, en fait, va vous lire la phrase, qui est suffisamment courte, va vous donner tous les AST possibles, c'est-à-dire toutes les syntaxes possibles. Et ensuite, vous devez avoir un truc avec de l'apprentissage, genre un algorithme qui apprend, qui est capable de comprendre le sens de la phrase et d'évaluer tous les sens possibles qui sont donnés par les différents arbres et de trouver lequel a le plus de chances d'être le bon. Du coup, on peut combiner les deux. Voilà, typiquement, Hurley, c'est aussi utilisé sur des assistants de preuve. Donc, c'est des trucs où vous rentrez des formules mathématiques et on vérifie qu'elles sont correctes. Parce qu'en vrai, les mathématiques, c'est-à-dire pas juste plus et fois, mais avec tous les symboles affreux, dérivés partiels, intégrales et tout ça, c'est très ambigu. Mais de la même façon, en fait, on peut arriver à faire ce genre de raisonnement déjà un peu plus automatiquement. Et donc, du coup, les trucs qui lisent des preuves utilisent souvent Hurley pour leur parseur parce que les mathématiques sont très rarement parsables avec des trucs plus basiques comme LR1. Voilà. D'autres questions? Ok, bon, bah merci beaucoup.